Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 11h. Laurent Wauquiez imagine rejoindre Édouard Philippe. Il peut redresser la France, a-t-il déclaré au Figaro. Il y a un an, Laurent Wauquiez écrivait sur X: avec moi, il n'y aura jamais d'alliance avec Édouard Philippe. Il disait aussi: Édouard Philippe, c'est l'homme qui, aux élections législatives, a appelé à voter pour le Parti communiste. Il disait encore: c'est lui qui a fait les 80 km/h, qui a fermé Fessenheim, qui a capitulé à Notre-Dame-des-Landes, qui a augmenté la CSG sur les retraités. Laurent Wauquiez disait enfin que le déficit avait explosé quand Édouard Philippe était Premier ministre. À l'époque, Édouard Philippe, c'est Laurent Wauquiez qui en parlait le mieux. Eh bien, aujourd'hui, Laurent Wauquiez, c'est l'homme qui peut redresser la France selon Laurent Wauquiez. Édouard Philippe, c'est l'homme qui peut redresser la France selon Laurent Wauquiez. Les Français ont perdu la foi en leurs hommes politiques pour plusieurs raisons. La principale, l'absence de résultats. Emmanuel Macron rendra la France en moins bon état qu'il l'a trouvée. Sécurité, économie, immigration, justice, école, atmosphère générale, tout va de mal en pire. La deuxième raison, c'est la parole politique. Elle est discréditée à force de changements de pied, de renoncement, de duplicité. Laurent Wauquiez ajoute la trahison à la fourberie. Il est membre des Républicains. Il y a un an, il a perdu l'élection à la présidence des Républicains, laminé, humilié par Bruno Retailleau, qui a obtenu 75% des suffrages contre 25 à Wauquiez. Croyez-vous que s'il avait gagné la présidence LR, il rejoindrait Édouard Philippe ? Bien sûr que non. Cette séquence abîme un peu plus ce monde politique qui paraît jouer petits arrangements entre amis quand le pays est au bord du gouffre. Comme l'aurait dit Jacques Chirac, dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Pas du tout. Marine Sabourin. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le sud de la France est frappé par de nombreux incendies, l'Aude, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. Des centaines de pompiers sont mobilisés, 1000 hectares ont déjà brûlé et la journée risque d'être encore plus compliquée à cause des vents forts attendus. Et c'est dans ce contexte que Sébastien Lecornu est attendu à Marseille. Il y présidera une nouvelle cellule de crise. Et puis dans le reste de l'actualité, 7 jours de deuil national ont été décrétés au Venezuela. Selon un dernier bilan, près de 3000 personnes sont mortes dans les deux séismes qui ont frappé le pays. Un bilan qui pourrait encore évoluer puisque 50 000 personnes restent toujours portées disparues. Voilà pour les dernières informations à 9h, Pascal. Merci beaucoup Marine. On est avec Charlotte Dornelas, Pascal Pierre Garbarini, Richard Millet, Joachim Le Floch-Imad, Thomas Bonnet. On aura une large page politique tout à l'heure, bien sûr. Justice également avec Pascal Pierre Garbarini. Mais c'est vrai qu'il y a parfois la petite actualité, la grande actualité, la petite nous dit aussi des choses de notre société. C'est le cas avec notre ami Olivier Benkemoun, puisque vous le savez, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, son chat a été tué par un train. Et il est en direct avec nous, Olivier. Et il a écrit: j'ai le cœur brisé, mon chat Gina qui s'était échappé de son sac a été décapité par un train, gare de Lyon. Mon petit garçon a découvert l'horreur après le départ du train, 20 minutes seulement pour tenter de le retrouver alors qu'on l'entendait miauler. À l'intérieur du train, le conducteur a fait une annonce passager: on est content, pour info, le chat va bien, dit-il, alors que le chat était mort. C'est la deuxième fois qu'arrive ce sujet-là, parce qu'il y a eu le chat Neko, je crois, avec Gérald Darmanin. La SNCF, d'ailleurs, a répondu: nous partageons pleinement la peine de M. Benkemoun suite au décès de son chat. Quand sa disparition nous a été signalée, nous avons immédiatement immobilisé le train. Une vingtaine d'agents SNCF et des forces de l'ordre se sont déployés pour rechercher le chat qui n'a malheureusement pas pu être retrouvé. Après ces recherches, sans succès, quand le train est parti avec 30 minutes de retard à vitesse très réduite, son corps a été découvert. Nous sommes de tout cœur aux côtés de M. Benkemoun dans cette triste épreuve. La Fondation 30 millions d'amis a dit après Neko, un autre chat tué sous les roues d'un TGV il y a tout juste un an. Nous espérions que le bon sens pousserait la SNCF à repousser ce fameux délai de 20 minutes. On attend 20 minutes. Et puis après, tous les arguments peuvent s'entendre d'ailleurs. On était tout à l'heure avec Dimitri Pavlenko sur l'antenne d'Europe 1. Il disait à juste titre, il y a des voyageurs qui sont attendus. Si un train part plus tard, c'est-à-dire que les autres vont aussi partir plus tard. Tout le réseau est sans doute lié. Donc tous ces arguments peuvent s'entendre. La Fondation 30 millions d'amis se saisit de nouveau de ce fait et va explorer toutes les voies juridiques pour que de telles situations ne puissent se reproduire. C'était en juillet 2023, la SNCF avait été condamnée pour négligence et devait verser des dommages et intérêts dans l'affaire Neko du chat. Et le président du tribunal de police avait dénoncé l'absence d'engagement de moyens humains nécessaires pour récupérer le chat.
Donc on est avec Olivier Benkemoun. Bon, Olivier, d'abord il y a parfois des gens qui ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas eu de chien, pas eu de chat, donc pour eux, ils ne comprennent pas l'attachement qu'il peut avoir à un animal. C'est vrai que je vous ai vu sur les vidéos, j'imagine également votre petit garçon, c'est que ce chat fait partie de votre famille, très clairement, Olivier Benkemoun. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans qu'il fait partie de ma famille. Il a l'âge de mon fils. Ils ont grandi ensemble. Donc, effectivement, c'est un animal. Il est là. Il y a pas plus gentil qu'un chat. De toute façon, c'est que de l'amour. Voilà, c'est que de la tendresse, un chat. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que, bon, vous avez vu, la SNCF a tout fait. Effectivement, il y avait des agents de police qui ont été parfaits, de la sûreté ferroviaire, et des agents de la SNCF, et tout le monde était sur le quai à attendre. Quand ils expliquent qu'ils ont tout fait pour, ils ont attendu que nous, on essaye d'attraper ce petit chat qui était sous les rails en nous disant ne vous penchez pas, mais qu'est-ce que vous voulez faire si vous connaissez un tout petit peu les chats ou les chiens, d'ailleurs, que vous avez un chien ou un chat affolé qui passe sous les trains, un TGV qui fait du bruit, etc. Il est recroquevillé. Alors, on l'a vu une fois sortir son museau, et puis une deuxième fois sortir son museau, mais le bruit, la foule, etc., les agents... Personne ne descend sur les quais, personne ne descend sur les rails, personne n'essaye de l'attraper. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper un chat qui va sous un lit. Pour le sortir, faut le stimuler, faut plein de choses, faut le rassurer surtout. Mais là, vous n'êtes pas en position de le rassurer, et vous avez quelqu'un et vous dit voilà, c'est 20 minutes, monsieur, c'est 20 minutes, et puis ensuite le train partira. Donc c'est une horreur, c'est pile ou face. C'est pile ou face, en fait. C'est pile ou face. Le train redémarre, et puis votre chat, soit il est vivant et traumatisé, soit il est coupé en deux, c'est le cas, sous vos yeux, sous les yeux de la famille. Et puis vous avez le corps qui est étendu pendant 1 heure, là, comme ça. Et ensuite, on vous le remet dans un sac plastique, puis dans un carton. Comme je suis un VIP, on m'a filé une glacière. On m'a donné une glacière. Et puis voilà, puis je suis avec ce corps, et on va évidemment faire une petite cérémonie, parce que vous l'avez dit, pour commencer, effectivement, c'est quelqu'un qui partage, c'est une petite entité, un animal qui partage votre vie. Votre quotidien, et puis voilà, donc c'est très dur, c'est très dur. De ce fait, donc, vous n'avez pas pris ce train, j'imagine. Le train est parti, bien sûr, sans vous, et c'est pour ça que vous avez attendu, espéré même retrouver votre chat. Comment? Alors, je ne veux pas remuer le... Juste un élément, Pascal, oui. juste un petit élément. Dans le train, il y a eu une annonce, Pascal. Oui, c'est ce que j'ai dit. 2 fois. Et par 2 fois, on a dit, le chat est vivant. Tout va bien, le chat est vivant. Pourquoi? 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 Pour rassurer les gens, ou pour qu'ils aient bonne conscience, sans doute. Bon. Comment était-il? C'est vous qui l'aviez avec vous, ou c'était votre fils? Parce que pour tout dire, j'ai pensé à votre fils, parce que j'ai dit, si c'est lui en plus qui devait le surveiller, il peut être encore plus touché d'une certaine manière, et il peut se sentir coupable. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce chat était dans un sac de transport de chat tout à fait classique, pas une boîte en dur. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas avoir utilisé une boîte en dur pour éviter qu'il s'échappe. Là, je ne sais pas de quelle manière la fermeture, il a réussi à ouvrir, et avec quelques centimètres suffisent, il s'est échappé, il a foncé, il a plongé sous le train. Bon. Voilà, et c'est effectivement mon fils qui le tenait. Et vous êtes dans le sud, et comme on a beaucoup d'affection pour vous, Olivier, dans cette maison. Alors, il y a des gens qui nous écoutent, et je sais bien ce qu'ils peuvent penser, certains en tout cas. Ils doivent se dire, voilà, le monde est à feu et à sang, il y a des problèmes. On est sur une chaîne info, CNews. Ce monde, on ne sait pas si une guerre mondiale aura lieu bientôt. Ils sont en train de me parler d'un chat qui a été écrasé par un train. J'entends, je pense qu'il y a des gens qui doivent se penser ça. Et puis il y en a d'autres qui doivent se dire, effectivement, c'est aussi le rapport à l'animal, comment il est traité dans la société. Bon, là, il y a quand même un délai, 20 minutes, il y a un délai. Bon, vous dites vous-même, si ce chat, si ça dure 1 heure, 2 heures, peut-être ne serait-il jamais sorti. Donc il y a forcément une procédure. S'il n'y avait pas de procédure, si la SNCF ne mettait pas de procédure, on pourrait l'accuser. Là, il y a quand même un délai de 20 minutes. Alors, je ne sais pas, Charlotte, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si c'est votre chat, vous avez envie que, effectivement, le train ne parte pas. Si vous êtes vous-même un des voyageurs dans le train, et que vous savez qu'il y a un petit chat qui est sous la rame, c'est pas votre chat, mais vous savez qu'il y a une famille peut-être qui va être triste. Votre réaction est peut-être différente ou pas? Ça dépend un peu aussi de la raison pour laquelle vous voyagez.
Moi, je ne sais pas, tous les gens qui étaient dans le train, ce qu'ils allaient faire. Donc, c'est évidemment... en fait, il y a plusieurs choses. Ça a des conséquences, évidemment, sur le trafic ferroviaire qui intéresse la SNCF pour différentes raisons. Certaines qui ne sont pas sur un terrain moral, mais plus financier, c'est une certitude. Mais il y a aussi beaucoup de gens dans le train qui voyagent. Et moi, je n'ai pas la liste des raisons pour lesquelles les gens voyagent. Il y en a qui vont voir peut-être des parents malades, il y en a qui vont chercher un enfant qui va les attendre, il y en a, enfin voilà, donc c'est évidemment la jauge se fait comme ça, et ce qui n'enlève rien évidemment à la compréhension de l'attachement. J'ai moi-même eu des animaux toute ma vie, je sais quel est cet attachement, mais c'est vrai que le rapport à l'animal a beaucoup changé, c'est indiscutable, et c'est ce qui fait d'ailleurs de ce sujet... il n'aurait pas été traité peut-être il y a 30 ans de la manière dont on le traite. Ça je vous confirme, mais il n'y aurait pas eu de procédure SNCF non plus. On a demandé ce matin aux équipes de CNews d'aller interroger les Français. Ce n'est qu'un micro-trottoir, comme on dit, il n'a pas de valeur de sondage, mais c'est intéressant d'écouter peut-être une petite musique, une petite couleur, comment les gens réagissent à cette information. C'est horrible. Ah, mais moi, mes animaux, c'est mes bébés, hein, donc non. Horrible. Et c'est des chats, souvent, s'ils n'ont pas l'habitude de transport, ils se barrent, quoi. Enfin, ils se cachent. Et ils se cachent bien. Je comprends que ça doit être douloureux pour le propriétaire, mais peut-être il faut juger aussi de la quantité de personnes qu'il y a sur le train et quelles circonstances. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter, changer la procédure et arrêter le train jusqu'à ce que le chat ou n'importe soit sauvé, quoi. Par rapport aux animaux, oui, en fait, il faut faire le maximum, quoi, pour les préserver, pour les sauver s'il y a des accidents. Écoutez ce que disait Gérald Darmanin, c'était il y a 2 ans, au moment de ce chat, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui s'appelait Neko, et Gérald Darmanin, et on voit là sa sensibilité. Est-ce que c'était le premier qui en avait parlé ? Vous avez juste dit à ce propos que la SNCF avait été condamnée, c'est vrai en première instance, mais elle a été relaxée en appel quand même. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Ouais, je ne l'ai pas dit parce que voilà, c'était en janvier 2023. Georgia et sa fille Melaina devaient rejoindre Bordeaux, accompagnées de leur chat de 4 ans Neko. Elles attendaient le départ de leur train en gare Montparnasse à Paris quand le félin s'est échappé de sa sacoche pour se réfugier sous un train. Écoutez ce qu'a dit Gérald Darmanin à l'époque. Il y a une enquête qui va s'ouvrir puisqu'il y a une plainte qui a été déposée par 30 millions d'amis. Moi, j'étais particulièrement choqué, évidemment, de ce qui s'est passé dans cette gare parisienne, et particulièrement choqué aussi de la façon dont la SNCF a géré malheureusement cette terrible affaire. Je pense qu'il y a 2 choses à comprendre dans cette situation. Il y a l'acte en lui-même, la mort de ce chat, qui n'est pas un acte anodin. Et devant ses propriétaires, dans des conditions que vous connaissez, l'enquête dira qui est responsable pénalement, et je ne vais pas commenter. Mais il y a surtout un manque de prise en compte finalement de la SNCF, et je crois que c'est ça sans doute encore plus grave, parce qu'il faut éviter que ces actes évidemment ne se répètent. J'ai un message d'un auditeur fidèle qui dit: avec toute la tristesse que j'ai, j'adore les animaux, comment peut-on mettre de côté la responsabilité du propriétaire envers son animal lors des week-ends de départ en vacances où il y a beaucoup de monde, quand on sait qu'il y a des paniers qui ferment ou des petits cordons à accrocher au collier, et combien de temps de ce fait faut-il attendre afin de faire redémarrer un train avec 800 personnes dedans, 1 heure, une demi-journée, 72 heures. Bon, il a tout dit. C'est vrai qu'il y a une procédure qui existe. Ça me paraît difficile de bloquer un train, hélas. Bon, je ne vais pas faire de démagogie. Ça serait facile de dire... et certains le diraient peut-être, on bloque le train jusqu'à ce temps que ce chat soit retrouvé. Ce qui est intéressant, à mon avis, dans ce sujet, on l'a entendu dans le micro-trottoir, c'est la place que les gens donnent à leur animal de compagnie. Oui. Certains, à mon avis, considèrent, et moi j'ai un chat, je l'aime vraiment beaucoup, mais je ne considère pas qu'un chat est l'équivalent d'un humain. Évidemment, il y a une hiérarchie, quoi, ça me paraît. Que cette hiérarchie, elle s'estompe parfois, et la question ne se poserait pas si un homme était sur les rails. Ah bah, oui. Non mais ce que je veux vous dire, mais vous rigolez. Vous rigolez, effectivement, un homme bien est sur les rails, j'espère que le train ne part pas. Mais oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui nous écoutent et qui se disent qu'un chat c'est pareil. Pour eux, ils se disent qu'un chat c'est pareil. Je pense qu'ils le diront peut-être, mais peut-être parce qu'il y a aussi pas mal de postures sur ces sujets-là. C'est pour ça que c'est des sujets délicats. Il y a une part d'hypocrisie, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais il y a une part de posture qui peut exister de temps en temps, pas toujours, bien sûr, pas toujours, mais
Non, mais Il y a un déplacement du politique des questions sociales vers les questions sociétales qui est évidente, une extension de la sphère du semblable, pour parler comme Finkielkraut qui s'exprime souvent là-dessus. Et c'est vrai que des dizaines de millions de Français considèrent les animaux aujourd'hui comme des membres de leur famille à part entière, d'où l'émotion légitime et les manœuvres, parfois avec un peu de com' derrière, sont celles de politiciens. Pourquoi Olivier, il est toujours avec nous. Vous n'avez pas eu le droit de descendre sur les rails, c'est ça que je... Parce que moi, droit ou pas le droit, pour le coup, droit ou pas le droit, je descends sur le rail. Vous êtes électrocuté. Donc mais pourquoi on est... Mais c'est ça. Mais parce que vous allez le chercher vous-même. En tout cas, en fait, vous dites vous allez le chercher vous-même. On vous empêche, Pascal. Olivier Benkemoun. Pardon ? On vous empêche d'y aller. En réalité, on vous empêche d'aller sur les rails. Il y a personne qui va sur les rails. Il peut y avoir 100 agents sur le. Mais pourquoi personne ne va sur les rails ? Personne ne descend. Et pourquoi ? Parce que c'est électrifié. Parce que dans la procédure, il n'est pas prévu de couper l'électricité. Mais c'est dangereux ou pas ? Est-ce que vous risquez d'être électrocuté en descendant sur les rails ? Le chat n'est pas mort électrocuté. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas mort électrocuté. Faut changer la procédure. Au moins que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aller sur les rails chercher ce petit chat. La SNCF est capable de faire attendre des gens pendant 7 heures dans un train sans clim, etc. Il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais voir un parent malade. C'est pas le souci. C'est pas ça le problème. C'est que tout n'est pas fait. Tout n'est pas fait pour aider le propriétaire. Je suis désolé. Ils sont derrière vous. Ils ont une montre. Ils ont le compteur. Est-ce que vous considérez, Olivier, et pardonnez-moi de vous poser la question peut-être durement, que vous avez une part de responsabilité parce que ce chat n'était pas mis dans une boîte dure ? Il était dans un sac de transport qui est tout à fait fait pour ça. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment il a réussi à échapper, à sauter. Il était dans les bras de mon fils, effectivement, et qu'il le tenait. Je ne sais pas pourquoi il a sauté. Je n'aurai jamais l'explication. Ce que j'ai, c'est un cadavre avec moi à côté de la clim pour pas qu'il pourrisse. Bon, Maître Garbarini, on va être avec l'avocat d'ailleurs de 30 millions d'amis. Alors, bon, on va faire, vous l'avez compris, on va pas faire toute l'émission là-dessus, mais il est 9h14, je pense qu'on va aller jusqu'à la publicité sur ce sujet, parce que je trouve vraiment que c'est un sujet très intéressant, parce que c'est un sujet, d'abord sur lequel tout le monde a un avis. Je peux vous dire qu'à Europe 1 ce matin, j'ai vu Vincent Herouet, j'ai vu Christophe Bordet, je me suis baladé, tout le monde avait un avis. Et non seulement tout le monde a un avis, mais s'écharpait parfois dans la discussion, gentiment, bien sûr. Votre avis ? On est très attaché à ces animaux. Moi, par exemple, j'ai toujours eu des chats et des chiens de chasse d'ailleurs. Mais vous descendez sur les rails, même si on vous l'interdit. Mais moi, je descends sur les rails. Parce qu'en fait... Parce que je vous connais un peu, non, mais y allez. Sans être à chaque fois, j'allais dire, le mec qui fonce la tête la première, mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est au propriétaire, parce que justement, il a un lien avec l'animal, et l'animal, il va avoir moins peur s'il voit la personne avec laquelle il a l'habitude d'être porté et d'être dans la sphère affective. Donc, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une possibilité pour que le propriétaire aille le chercher, parce qu'un policier ou les agents du rail, s'ils vont chercher le chat, il a peur, hein, il fuit. Donc il faudrait laisser la possibilité, si ça ne met pas bien évidemment la personne dans des risques également, de descendre sur les rails. C'est la seule solution. J'avais cité ma mère à l'époque du chat Nico, qui m'avait dit, si c'est mon chat, parce qu'elle a un chat et plusieurs parfois, je me mets devant le TGV, il ne part pas. M'avait dit ma mère, très offensive sur ce sujet-là, et qui avait dit le train ne part pas. Alors je crois qu'on est avec l'avocat de 30 millions d'amis. On est en train de l'appeler, me dit Marine Lançon. Je peux dire Monsieur Millet. 2 mots. Oui. Je pense qu'on est passé de la phrase de Molière, le petit chat est mort, vous vous souvenez, qui disait l'insignifiance au fond de la nouvelle qui était la mort d'un chat, à Jacques Derrida, pardonnez-moi d'avoir l'air un peu prétentieux comme ça, qui a écrit un des premiers textes sur le rapport à l'animalité. Il sortait de sa douche et il a vu son chat le regarder nu. Et il s'est dit, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est ce regard de l'animal ? Qu'est-ce que ça me dit de moi ? Qu'est-ce que ça dit de mon rapport à l'animalité que je ne connais pas ? Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Xavier Baquet est avec nous, il est avocat pour la Fondation 30 millions d'amis, je le remercie. Bonjour Monsieur Baquet. Il y a une procédure qui est mise en place. Quel est votre sentiment ce matin ? Est-ce que le train n'aurait pas dû partir selon vous ? Est-ce que la procédure est trop courte ? Est-ce qu'il faut changer quelque chose ?
Alors, merci de me donner la parole. Comme vous le savez, à la suite du dossier NECO, la Fondation a obtenu que les process changent, donc la Fondation Tantement d'Amis, que les process changent au niveau de la SNCF avec ce délai de 20 minutes. Il est évident que ce délai est beaucoup trop court quand on est confronté à du vivant. Ça a été une petite avancée. Et là, il est flagrant aujourd'hui qu'avec ce qui vient d'arriver avec votre collègue, Monsieur Benkemoun, il est évident que ça met en avant ce que nous défendons depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut que la SNCF adapte ses process pour l'ensemble du vivant. Je prends un exemple. Quand il s'agit d'un gros animal qui vient être sur les voies du TGV, notamment un chevreuil, une biche, le TGV s'arrête. Et s'arrête pourquoi? Il s'arrête parce qu'ils ne veulent pas que leur locomotive soit endommagée et que ça crée des dégâts énormes en cas de percussion, si vous voulez. Là, il s'agit d'un chat, donc un petit animal, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'article 515-14 du Code civil, c'est un être vivant doué de sensibilité dont la vie doit être respectée. Donc moi, la question que je pose est très simple. Pourquoi d'un côté, quand il s'agit d'animaux un peu plus importants qui vont causer des dommages techniques sur les trains, eh bien la SNCF va bloquer son trafic pendant des heures parfois, et pourquoi quand il s'agit d'un chat, eh bien on ne met que 20 minutes et après on dit ce n'est pas grave. Parce que manifestement, ce qu'on comprend à travers le témoignage d'Olivier, c'est que vous mettez 20 minutes de plus et j'ai peur que ce petit chat, il ne sorte pas de sa cachette. En revanche, s'il pouvait... Moi, je pense qu'il faut peut-être changer la procédure, comme dit Maître Garbarini. Peut-être que le propriétaire doit pouvoir descendre sur les rails. Mais quel est le temps que vous mettez, si ce n'est pas 20 minutes, quel est le temps que vous donnez à la SNCF, au propriétaire, pour retrouver son chat? 1 heure? Mais je viens un peu de le dire. Quand il s'agit d'un gros animal, le temps n'est pas compté. Ah, donc, tant que le chat n'est pas retrouvé, on ne part pas. C'est ça votre souhait? Écoutez, moi, je veux une hétérogénéité, c'est-à-dire... Non, mais que ce soit clair, c'est ce que vous proposez. Le train ne part pas tant que le chat n'est pas retrouvé. Le train ne part pas tant que tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre pour retrouver ce chat, effectivement, et notamment quand on sait qu'il est sous le ballast. Et là, je rappelle que c'était la voie 13, gare de Lyon, et que la voie d'à côté permettait l'accès au-dessous du train par les personnels, et ça n'a pas été fait. Écoutez, merci. Je vous dis, c'est intéressant d'écouter Maître Baquet. Tout le monde, les gens qui nous écoutent, ils se font un avis. Et j'entends. C'est très difficile de trancher, si j'ose dire, et en même temps, à un moment, il faut prendre une décision. Ça vaut pour un chat, pas pour un chien, parce qu'un chien aboierait et on le retrouverait. Un chien, a priori, il n'y a pas d'exemple de chien qui reste comme ça sous. C'est ce que je vous dis. Voilà, c'est le chien et puis le propriétaire. Comment? Le chien, il fuit. Oui. Il fuit tout de suite et il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Sauf s'il est blessé, s'il se blesse dans la chute. Olivier, je ne sais pas d'ailleurs si vous aviez pris quelques jours de vacances ou pas, mais ces vacances sont évidemment endeuillées par ce qui vous arrive. Et donc, on voulait vous apporter notre compassion, bien sûr, et puis notre tendresse, parce que, je vous dis, il y a beaucoup de gens, là, je le répète, il y a beaucoup de gens peut-être qui peuvent sourire, hélas, mais dans une famille, ceux qui ont des animaux savent la place qu'un animal a dans la famille. Il fait partie de la famille. Donc évidemment, ce n'est pas toujours compréhensible pour d'autres, mais un chien, un chat fait partie de la famille. Donc, et surtout quand on a des petits-enfants, des jeunes enfants en tout cas, des jeunes enfants, ce qui est le cas d'Olivier. Merci Pascal, beaucoup. Oui. Merci. Non, merci. Merci de votre soutien, merci de votre amitié. Moi, j'estime que la SNCF n'a pas tout fait. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé plainte. Voilà. Merci Olivier Benkemoun. On va marquer une pause, sauf si vous avez rajouté quelque chose. Charlotte, pour conclure? Non. Vous avez des animaux? Vous avez vécu? Là, j'en ai pas ici parce que les pauvres dans mon appartement, je veux pas leur faire ça, quoi. La vie parisienne est assez peu propice. Surtout que je suis plus chien que chat. Mais j'ai eu un petit chat quand j'étais petite et j'ai eu des chiens surtout toute ma vie. Et je comprends la peine. J'ai pleuré des heures entières quand j'ai perdu mes chiens. Mais c'est vrai que les questions, en effet, après, par exemple, la question du chat qui s'échappe,
si jamais on attend en effet sans délai et qu'il y a des gens qui portent plainte parce que ça aura eu des conséquences sur leur vie professionnelle, familiale, amicale, qui sera responsable? Les questions sont en chaîne quand même. D'accord. Mais c'est vrai que le vrai sujet, c'est le basculement de notre rapport aux animaux. Et vous disiez tout à l'heure, je faisais la moue quand vous disiez qu'on n'en est pas à comparer l'homme et l'animal quand même. Vous savez, il y a quelques jours, il y a un homme qui a été condamné pour avoir violé une chèvre en France. Et il y a plusieurs avocats, on était dans la séquence, vous savez, des violences sexuelles faites aux mineurs, il y a plusieurs avocats qui m'ont dit qu'il a pris plus cher que dans certains de mes dossiers quand même. Mais c'est vrai oui. Donc c'est une question qui se pose. C'est une question infiniment plus politique que ce qu'on croit. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que Marine Le Pen avait été l'une des premières à communiquer sur ces chats. Elle avait mis ça au cœur de sa communication de campagne à partir de 2017. Et c'est aussi une manière de toucher beaucoup plus de Français que ce qu'on imagine. Et c'est vrai que la place de l'animal, il y a beaucoup de gens qui demandent aussi de venir dans l'entreprise avec leur animal. Et il y en a parfois qui viennent d'ailleurs quand le chien est tout petit. Des chats, j'ai jamais vu. Oui. Mais et les études montrent que c'est bon pour la santé mentale. Oui, mais si tout le monde vient avec son chien, oui. Effectivement, ça devient un chenil, c'est plus une entreprise non plus. Donc c'est Georges Fenech qui aime beaucoup. Comment ? Faut dire ça à Georges Fenech. Oui, non, mais je pense que c'est compliqué. Et ceux qui viennent généralement avec leur chien, c'est qu'ils ont un certain statut dans l'entreprise. C'est pas le stagiaire. Le stagiaire, il vient pas avec son chien. Mais celui qui a un certain niveau de l'entreprise, on tolère qu'il vienne avec son chien. J'ai remarqué aussi ça dans les entreprises, vous le savez bien. Bon, on marque une pause, on va parler politique. Marine Le Pen, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, alors là... Souvent, Laurent Wauquiez varie. C'est pas le premier, hein. C'est pas le premier, mais là, c'est spectaculaire. Là, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire parce que c'est en si peu de temps. Oui. C'est ça qui est spectaculaire. C'est-à-dire qu'avant l'élection LR, il disait jamais. Oui. Et puis, il n'est pas élu chez les LR, il prend une veste, bien comme il faut, et après, il dit, au fond, il y a un côté un petit vengeance, un petit peu... Non ? Ouais, moi, je trouve que c'est plutôt bien joué, mais c'était un des rares... Bien joué ? Ouais, je trouve que écoutez, la parole est contradictoire, c'est ça qui est formidable. Il est 9h24, à tout de suite. Agnès Evren est avec nous, elle est sénatrice républicaine, elle est rapporteuse de la commission d'enquête sur les violences dans le périscolaire et on parlera avec vous évidemment de ce rapport. Mais puisqu'on a parlé également de Laurent Wauquiez, qui est proche d'Édouard Philippe, vous pourrez nous donner votre avis là-dessus. Mais pour le moment, Somaya Labidi nous rappelle les titres. Bonjour Pascal et bonjour à tous. À la une, 325 hectares partis en fumée dans les Bouches-du-Rhône. À Rognac, le feu est enfin fixé. Celui de Lançon stabilisé. Un important incendie qui s'est déclaré hier après-midi aux portes de Marseille est alimenté par des vents violents. Face à ces conditions climatiques défavorables, le danger reste très élevé dans la région, prévient le préfet dans un communiqué. On poursuit avec ce bilan dramatique, plus de 90 décès par noyade depuis le 19 juin. C'est ce qu'indique ce matin la ministre des Sports, Marina Ferrari, qui déplore un chiffre inquiétant. Toutefois, avec la baisse des températures, le phénomène décroît. Et puis Emmanuel Macron va présider une nouvelle réunion de lutte contre les narcotrafics, centrée notamment sur les douanes, les ports et les outre-mer. Il s'agit de la 5e réunion consacrée à ce sujet, qui devrait être un des enjeux majeurs de l'élection présidentielle en 2027. Merci beaucoup Somaya. J'ajoute que la Cour de révision annule la condamnation de Dany Leprince et ordonne un nouveau procès. C'est extrêmement rare, Maître Garbarini. Dans une rarissime décision, la Cour de révision a annulé jeudi la condamnation à la prison à perpétuité de Dany Leprince, ordonnée qu'il soit rejugé pour un quadruple meurtre dans la Sarthe en 1994. C'est un coup de théâtre dans ce célèbre dossier criminel. La Cour de révision et de réexamen juge que 2 des éléments susceptibles d'avoir été retenus à charge par la Cour d'assises se trouvent fragilisés par des éléments inconnus de la juridiction, ce qui est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Dany Leprince. Il a aujourd'hui 69 ans. Il est libre après 18 ans passés derrière les barreaux. Il était accusé, il clame son innocence des meurtres en 1994 de son frère, de sa belle-sœur et de 2 de leurs filles dans la maison de Torigné-sur-Douai, qui était voisine de la sienne. C'est-à-dire qu'il va avoir un nouveau procès d'assises avec des jurés populaires et on repart quasiment à zéro, c'est ça ? On repart à zéro avec les nouveaux éléments qui ont été introduits dans la procédure, mais nouveau procès d'assises ne veut pas dire acquittement. Hein. Mais s'il est condamné, il retourne en prison ? Alors qu'il a été pendant 18 ans. S'il est condamné, et on va voir la peine qui sera prononcée. Mais si la peine elle est plus importante, il retournera en prison. Ah bon ? Oui. Alors qu'il est libre.
Il est libre, mais la cour d'assises, elle peut estimer qu'au vu des éléments qui sont dans le dossier... Il a été condamné à perpétuité, il est sorti au bout de 18 ans. Donc s'il prononce la perpétuité et que il a une peine, aujourd'hui, si par exemple ils disent qu'il a perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, il manque que 4. Bon. En tout cas, c'est une affaire qui est passionnante pour ceux qui s'intéressent aux grands faits divers, et celui-ci est un grand fait divers. La politique, avant d'être avec vous et de parler de cette commission sur le périscolaire, Marine Le Pen, hier, elle est candidate, elle pourrait être candidate, bien sûr, mais s'il y a bracelet électronique, ce qu'on savait déjà, Thomas Bonnet, elle avait plus ou moins dit. Écoutez ce qu'elle a dit à Darius Rochebain. Si je peux être candidate, je serai candidate. Pour peu que je puisse faire campagne, monsieur Rochebain. Car s'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ce ne sera pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec un bracelet? Bien sûr, parce que je pense que quand on est un candidat à la présidentielle, il faut être totalement libre de ses mouvements. Et ça n'est pas le cas si vous êtes porteur d'un bracelet électronique. Donc je pense que les magistrats sont bien conscients, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire une campagne présidentielle avec un bracelet. Bon, est-ce que c'est une manière de mettre la pression sur le juge, ce qu'elle dit là? La pression, je sais pas. En tout cas, c'est un message très clair aux magistrats. Elle dit, c'est vous qui aurez la responsabilité de m'empêcher, non seulement avec une peine d'inéligibilité possible, mais aussi, parce qu'il y a 4 ans de prison qui ont été requis, dont un ferme aménageable, je fais pas campagne avec bracelet. Moi, je serais un peu plus prudent sur cette affirmation-là. Je pense qu'on peut faire campagne sous bracelet électronique. Oui, mais ça veut rien dire. Un bracelet, c'est pourquoi? C'est pour être assigné à résidence. Oui. Bon, par définition, quand tu fais une campagne, tu bouges tout le temps. Oui. Donc si c'est juste pour humilier Mme Le Pen, ça n'a pas de sens. Ou tu mets un bracelet et tu la laisses dans sa maison, et c'est curieux pour faire une campagne, elle n'a pas le droit de sortir, ou tu lui mets pas de bracelet, tu considères que le bracelet n'est pas adapté. Ou elle est condamnée ou elle n'est pas condamnée. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle est éligible, si la justice considère qu'elle est éligible, il ne faut pas lui mettre de bracelet. Me semble-t-il. Je suis d'accord, mais je pense que c'est le sens de son message. Paraît... C'est à peu près en filigrane ce qu'elle dit au juge. Elle ne peut pas leur parler directement, donc elle leur dit à travers les médias. Il y a une logique. En revanche, si la justice considère qu'elle est coupable, ça c'est autre chose. Après, la Cour d'appel, elle peut ne pas aménager la peine, immédiatement. Aujourd'hui, il y a une réforme qui fait qu'on peut aménager la peine ab initio. C'est-à-dire que la Cour d'appel ou le juge de première instance prononce une peine et dit d'ores et déjà comment la peine doit être exécutée dès lors qu'on est dans une peine prononcée ferme, aménageable. Mais là, la Cour d'appel, elle peut dire « je vous condamne à 1 an de prison, point ». Et là, il appartiendra ensuite de recevoir une convocation du juge d'application des peines qui vous dira comment vous faites l'année de prison. Il se passe quoi pendant ce temps-là? Rien, vous êtes libre. Ouais. En tout cas, on a beau voir qu'elle fait tout pour se défendre face au harcèlement judiciaire qu'elle subit, mais qu'elle ne s'accrochera pas à tout prix. Et je crois que c'est aussi l'honneur de la politique de parfois savoir organiser sa succession. Elle l'a fait avec Jordan Bardella et trop peu de politiques l'ont fait avant elle, il faut le souligner, je crois. Bon, écoutez également, parce que ça nous a fait rire, ça c'est en marge, c'est Pierre-Henri Tovillo, qui est philosophe, qui était invité de France Inter. Comment j'ai dit? Tauvoyau, je l'ai mal dit. Et était invité de France Inter, mais je pense qu'il ne va pas retourner. Bah oui, parce qu'il a dit que le RN n'est pas d'extrême droite. Donc là, la maison ronde de France Inter a tremblé, et c'était hier sur l'antenne de France Inter. Écoutez ce qu'il a dit. Pour moi, le RN n'est pas un parti d'extrême droite. Si on se s'accorde sur la définition de l'extrême droite, c'est quoi? C'est 3 traits. L'antiparlementarisme, c'est une conception réactionnaire, révolutionnaire, conservatrice de l'histoire, et c'est troisièmement une vision de la pureté ethnique. C'est-à-dire la nation n'est pas un plébiscite de tous les jours, un choix, ce n'est pas une volonté, c'est une sorte de substance ethnique. C'est ces 3 critères. De ce point de vue-là, le RN aujourd'hui ne coche aucune de ces trois éléments. On peut l'accuser de xénophobie, mais c'est un usage. Et donc il y a une stratégie par rapport à ça de diabolisation. Or, cette stratégie de diabolisation arrange le Rassemblement national parce que ça l'évite de sortir du bois. Ça l'évite de clarifier. Ça l'évite effectivement de révéler en quelque sorte ces contradictions et de demander, voilà, clairement sur ces 3 points, quelle est votre position? Très claire. Sur les institutions, sur la vision de l'histoire, sur, au fond, est-ce qu'il s'agit simplement d'un contrôle migratoire sur les questions migratoires ou est-ce qu'il s'agit effectivement de xénophobie? Il faut opposer les choses clairement. Je ne comprends pas le lien qu'il fait entre la première partie de sa démonstration et la fin de sa démonstration.
Oui, mais... C'est assez étrange d'ailleurs. Donne des gages, Ils ne non sont pas d'extrême droite et puis il finit par dire que ça l'arrange parce qu'il ne clarifie pas. Mais Il faudrait bon. qu'il clarifie qu'ils ne le sont pas. Oui, Il a peut-être compris qu'il était allé trop loin, il donne des gages à la fin. Oui, mais rassurez-vous, je trouve qu'il n'y a pas de cohérence à la fin de la phrase avec le début. Non ? Vous avez raison. Il me semble. Il est quand même très courageux pour un universitaire. Il faut voir dans quelle position il parle. Et d'ailleurs, il rejoint d'autres chercheurs spécialistes de l'extrême droite, comme Jean-Yves Camus, qui dit à peu près la même chose. Mais Benjamin Morel, moi je lui ai posé de nombreuses fois la question, il était sur cette ligne-là, Benjamin Morel. Mais la notion d'extrême droite, c'est un terme polémique et non pas politique. Ça vise à disqualifier et pas à décrire. Bon, Laurent Wauquiez, parlons de Laurent Wauquiez, parce qu'effectivement, dans le Figaro hier, et c'est vrai que ça fait... Quand je disais tout à l'heure la célèbre phrase de Chirac, au début, ça m'a fait sourire. Enfin, la célèbre grâce à vous, essentiellement. Non, pas grâce à moi, grâce à Chirac. Bon, au début, quand j'ai vu ça, je vous assure, au début, j'ai vraiment ri, en fait. Mais vraiment, hein, j'ai ri, j'ai dit, c'est Wauquiez, quoi, Wauquiez fidèle à lui-même. Bon. Et puis, regardez le tweet, il a juste 1 an, quoi. Mais le tweet, c'est intéressant qu'il avait fait. C'est avant l'élection LR. Il se présente chez les LR, il gagne pas. Évidemment, s'il avait été élu président du LR, il dirait pas ça aujourd'hui. Mais comme c'est pas lui qui est président du LR, non seulement il l'est pas, mais il veut pas que quelqu'un d'autre le soit à sa place. Donc il explique que les LR sont à moins de 10%, la campagne n'a pas commencé. La campagne n'a pas commencé quand même. Je t'assure, si tu pars à la guerre, et c'est Didier Deschamps qui part à la Coupe du Monde avec des joueurs qui disent on va perdre contre le Sénégal, il n'y a pas de problème, coach. Mais moi, ces gens-là, je suis entraîneur, je dis écoute, tu t'en vas. C'est incroyable de dire ça. De dire que les LR sont à moins de 10%, on n'en sait rien. Ta campagne, elle va... Mais pourquoi C'est tellement une phrase que vous auriez pu dire. C'est-à-dire que les LR soient à moins de 10%. Mais moi, je peux le dire. Oui. Non, mais vous avez ils raison, le sont aujourd'hui, mais la campagne, elle est... La campagne, mais je peux en parler si vous le voulez bien. Oui, mais attendez. La campagne n'a pas commencé, c'est une évidence. On est à 1 an de la campagne. Mais je suis d'accord avec vous, mais faites le ménage dans votre parti, dites-donc. Écoutez, on va en parler. Allez lui dire à monsieur Wauquiez. Ah non, on en a parlé. Bon, alors, oui, vous pouvez de toute façon avec monsieur Wauquiez, si tu pars à la guerre, t'es tranquille. Hein. La première balle, elle est pour toi. Écoutez, je peux pas vous dire autre chose. Moi, j'ai rien contre monsieur Wauquiez. Il est venu ici, il a dit, j'ai un problème de sincérité, j'ai travaillé sur moi, je sais que les gens ne me croient pas quand je parle, etc. Et pour cause. Regardez, vous avez vu le tweet passer, le tweet d'il y a 1 an, on l'a vu. Oui. Et écoutez, alors ça c'est formidable, ce qu'il dit d'Édouard Philippe avec qui il va bosser. Écoutez ce qu'il dit sur France Télévisions il y a 2 ans, je crois. Mais vous avez vu le procès d'Édouard Philippe. Qu'est-ce qu'il propose ? Il propose d'aller de Anne Hidalgo jusqu'aux Républicains. Ça s'appelle le macronisme sans Macron. Édouard Philippe, aux élections législatives, il a appelé à voter pour le Parti communiste. C'est lui qui a fait les 80 km/h, qui a fermé Fessenheim, la centrale nucléaire, qui a capitulé à Notre-Dame-de-Lande, qui a augmenté la CSG sur les retraités. Quand il était Premier ministre, le déficit a explosé. C'est la première fois où il a été aussi grave. Moi, c'est pas mes convictions. Et donc, vous m'interrogez. Oui, il y a 2 chemins. Il y a un chemin qui est un peu de gauche, un peu de centre, un peu de droite, beaucoup de rien du tout, et le rassemblement de la droite. Vous avez compris que moi, c'est le 2e. Mais c'est pas ses convictions, mais c'est quoi ses convictions ? Comment vous dire ? Aujourd'hui, moi, je sens une vraie colère monter chez les électeurs de droite. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la France, elle penche à droite. Qu'on le veuille ou non, la droite, c'est la première force politique locale. On a gagné 56% des villes de plus de 9000 habitants. Et aujourd'hui, on nous dit, en gros, vous êtes électeur de droite, vous avez le choix ou entre le centre ou entre le Rassemblement national. Mais moi, je regrette. Au milieu, il y a un espace qui s'appelle la droite. Et un électeur de droite, par définition, il veut toujours voter à droite. C'est-à-dire qu'il n'a ni confiance dans les héritiers d'Emmanuel Macron, ni confiance dans le Rassemblement national. Et aujourd'hui, Bruno Retailleau, évidemment qu'il ne va pas mettre le drapeau des LR dans la poche. Enfin, on a donné 5 présidents à la France, on a dominé une partie de la Ve République. Pourquoi est-ce que Gabriel Attal et Édouard Philippe, eux, vont se décider en février 2027 et nous, on devrait se retirer dès juin 2026 ? Bon, comment vous expliquez la stratégie ? C'est quoi la stratégie de Laurent Wauquiez ? Le problème de Laurent Wauquiez, c'est qu'aujourd'hui, il s'est mis en tête qu'il doit être celui qui va... faire le grand rassemblement de la droite. Et que l'enjeu pour nous, c'est la qualification en second tour. Et que dans l'état actuel des choses, il considère que Bruno Retailleau, même s'il a dit qu'il était légitime,
n'atteint pas encore les 10%. Mais la campagne n'a pas commencé. Laissons à Bruno Retailleau le soin de tracer son chemin. Mais il n'y a pas une autre stratégie. J'ai du mal à décoder. Le problème de Laurent Wauquiez, c'est Laurent Wauquiez. C'est personnel, non? Bon, oui, d'abord, est-ce qu'il se haïsse, il a laminé et ça la supporte. Ça, c'est vrai, mais il a pris quand même 75-25. Moi, ça me fait de la peine pour les électeurs de droite, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'état de la France, qui est à la croisée des chemins, quand on voit le mur de la dette, 3 500 milliards de dettes... Qu'est-ce qu'il doit faire, Bruno Retailleau? Vous ne pouvez pas que ces batailles d'ego, elles sont déplacées. Qu'est-ce qu'il doit faire, Bruno Retailleau? Il doit l'exclure? Il doit lui dire « je te vire » Bruno Retailleau, aujourd'hui, il c'est doit un peu trivial, ce que je dis. tracer son chemin pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y a une légitimité. Je suis désolée. Est-ce qu'il doit le virer ou pas? Soyez aussi... En fait, la politique meurt parce que... Moi, je passe mon temps à interroger des gens en politique qui ne disent pas clairement les choses. Bon, alors attendez, moi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il doit virer Laurent Wauquiez? Donc allons-y, virons tout le monde et on se retrouve entre nous et on se tape sur le ventre en disant regardez, on est entre nous. Mais pas virons tout le monde, il veut aller travailler avec quelqu'un qui est son concurrent. Vous pensez qu'aujourd'hui, la droite est dans une forme olympique? Non, mais c'est pas je le dis qu'on problème. est la première partie, la première force politique locale. Mais si on commence à exclure chacun, Jean-François Copé, Laurent Wauquiez, moi je suis désolée, mais on reste entre nous et on reste à combien? Vous êtes mûr pour aller avec Édouard Philippe? Non, moi je vais vous dire quelque chose. Vous êtes mûr pour aller. Bien sûr, mais c'est évidemment. Je suis juste lucide aujourd'hui sur l'état de la droite. Tout le monde tire contre son camp. Voilà, c'est ça. Mais enfin, c'est un truc de dingue. Si tu es LR, ce que dit comment il s'appelle, Laurent Wauquiez, il est inadmissible. Tu as plus envie. Attendez, je vous dis une chose. Tu as plus envie de voter LR. C'est pour ça que je vous dis. Parce que tu te dis, mais oui, ils sont capables de ça. C'est d'autant plus inadmissible, comme je vous le disais, il y a une clause de revoyure entre Gabriel Attal et Édouard Philippe pour février 2027, et nous, on nous dit, vous devez vous retirer dès maintenant. Donc les électeurs sont en colère, d'autant que le projet de Bruno Retailleau, il est clairement de rompre avec les principaux angles morts du macronisme, que sont le déficit, la réduction de la dépense publique. Mais j'entends bien, mais ceux qui ne sont pas d'accord avec cette ligne, qu'est-ce qu'ils font au LR? Vous avez parlé de Jean-François Copé, ils ont le droit d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils font au LR s'ils ne sont pas d'accord avec cette ligne? C'est-à-dire que le meilleur ennemi de la droite, ça a toujours été elle-même. C'est-à-dire que dès qu'une tête émerge, il faut lui couper la tête. Et c'est non, ça c'est pas vrai. Non, quand il y avait des vrais... Non, quand il y avait regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand Jacques Chirac, quand il y avait Chirac et Sarkozy, il y avait des têtes, justement. Oui, parce qu'il y avait des incarnations. Oui. Il y avait du charisme. Et qu'aujourd'hui, on manque de solides incarnations, qui fait que du coup, on est fracturé aujourd'hui. Si je peux me permettre... vous répondez pas vraiment à mes questions. Les électeurs de droite... Je veux bien répondre, mais non, parce que, en fait, c'est pas cohérent ce que vous dites. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Pourquoi? Mais parce que vous dites, si quelqu'un n'est pas d'accord avec cette ligne, il sort. Il sort, mais de toute façon, il est sorti de lui-même. Ça fait un an qu'il est sorti. Je vais vous dire, ce qu'attendent sans doute les électeurs qui ont voté pour Retailleau, c'est que Retailleau prenne la parole et fasse preuve d'autorité. S'il n'est pas capable, Bruno Retailleau, de faire la discipline dans son parti, alors qu'il veut réformer la France, l'autorité, personne Il l'a dit à Jean-François Copé. Et il doit le dire, parce que les électeurs, ils se disent, mais il n'est même pas capable, dans son parti, de faire preuve d'autorité, et il veut gouverner la France. Je vais vous dire un truc, il trace sa route, il trace son chemin, il ne regarde plus les querelles d'ego, les batailles d'ego qui sont... Mais non, c'est pas des phrases. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il disent On peut parler des électeurs LR, Pascal, mais les LR, c'est quoi? Les LR, ils maintiennent en vie un gouvernement, ils n'ont pas voté la censure. Ils ont sauvé la mise à Emmanuel Macron quand il n'a pas eu la majorité absolue. Il y a des ministres LR au sein du gouvernement en ce moment. Alors, ils sont suspendus, mais ils sont quand même LR. Donc les LR, ils sont déjà associés à la Macronie. Pour moi, le vrai sujet, c'est est-ce que Édouard Philippe va saisir la main tendue de Laurent Wauquiez? C'est ça la vraie question. C'est peut-être un piège. C'est un piège, évidemment. Je pense que Bruno Retailleau est un homme sincère, cohérent, dont la ligne a peu bougé au fil des décennies. Maintenant, quand on regarde très froidement les choses, on a quand même le sentiment que son parti a de moins en moins d'espace politique et qu'il est totalement pris en tenaille entre, d'un côté, une sorte du MP bis qu'Édouard Philippe est en train de reconstituer avec Wauquiez, avec Jean-François Copé, et une sorte de néo-RPR que serait le Rassemblement national. La vérité, c'est que Bruno Retailleau, il est plus proche d'Éric Ciotti aujourd'hui. C'est ça la vérité. Et c'est la clarification des LR, elle doit se mettre là. C'est-à-dire qu'il est plus proche d'Éric Ciotti et peut-être aussi, d'une certaine manière, peut-être pas Marine Le Pen, de Jordan Bardella. Moi, je pense que Retailleau, il est au barycentre de la droite, c'est-à-dire qu'il peut faire revenir à la maison et les électeurs qui sont partis justement au Rassemblement national et ceux qui sont partis chez Macron. C'est-à-dire que, oui, mais il a une colonne vertébrale idéologique
S'il ne met pas, pardonnez-moi. Oui, je vous en prie. Et vraiment, je vous apprécie, donc il n'y a aucun problème. Maître Garbarine. Là, ça va, Oh là là. ça va faire mal. Là. Non, si Ça ça m'inquiète. continue, si ça C'est pas continue grave, comme ça, j'assume. non, mais Allez-y. pas du tout. Si ça continue comme ça, Ouais. les électeurs de droite, LR dont vous parlez, ils vont chez Éric Ciotti. C'est le grand Mais gagnant. c'est déjà le cas. C'est le Attendez, grand gagnant, ça va être la Éric maison Ciotti. se vide, hein, vous savez. il y en La a maison beaucoup se qui sont vide parce que partis. les gens vont chez Éric Ciotti parce qu'il est clair, son parti il est tenu. Et en fait, et ça fait longtemps qu'il a pris ses responsabilités. Donc, et cet homme-là, il va récupérer la vraie droite, qui n'est pas la droite qui est au Rassemblement national. Et vous verrez que le LR va disparaître. Bon, Selon moi. un mot d'Édouard Philippe sur Gabriel Attal. Un mot d'Édouard Philippe qui était hier. C'est ma journée. Pourquoi non, mais un mot. Un mot parce que tous les deux, alors visiblement, il y a querelle pour savoir, pour incarner le macronisme. Mais ce que ne comprend pas sans doute Édouard Philippe et puis Gabriel Attal, c'est que tout ce qui a été proche d'Emmanuel Macron est quand même très radioactif. Voilà, pour l'électorat. Oui, mais ça va être pensez très que ça les difficile. disqualifie? Moi, Je pense que pour. Mais vous rendez pas compte. Comment? Ils vont nous ressortir le moi ou le chaos. Marine Le Pen, il faut faire barrage à Marine Le Pen, ça marchera, mais bien sûr. C'est compliqué quand même quand tu as été Premier ministre. Bon, écoutez Édouard Philippe. Il y a des différences politiques, il y a des différences personnelles, elles sont d'ailleurs très respectables. Je dis pas que je suis élu local, maire du Havre depuis 16 ans, élu dans une ville populaire industrielle depuis 25 ans. Comprendre, vous avez une expérience qu'il n'a pas. J'ai un âge qu'il n'a pas. On n'est pas les mêmes. C'est pas dénigrant de dire ça. Comment ça va se terminer? Ça va se jouer au duel, à pile ou face? Il a du talent, mais moi j'ai les miennes et c'est pas les mêmes. Je pense que la multiplication des candidatures au début de l'élection, elle est très légitime. D'ailleurs, si les gens ont quelque chose à dire aux Français, ils le disent. C'est pas moi moi je suis candidat, je vais pas les dire aux autres. Mais enfin, pourquoi vous êtes candidat? Bon, donc c'est normal qu'ils le fassent. S'ils ont envie de le faire, s'ils ont envie de dire des choses. Après, à partir entre novembre et février, il va falloir que chacun mesure bien, moi y compris, le risque que représenterait un trop grand nombre de candidats dans le même espace politique ou dans un espace politique à peu près compatible, et le risque d'élimination qui arriverait à ce qui pour moi est un cauchemar absolu. Mais un cauchemar absolu, c'est un deuxième tour avec Mme Le Pen ou M. Bardella face à M. Mélenchon. Pour certains Français, le cauchemar absolu, c'est les 9 années qui viennent de passer. Le cauchemar absolu, manifestement, pour Laurent Wauquiez, c'était, il y a peu de temps encore, Édouard Philippe. Le cauchemar absolu, c'était les 80 km, c'était Fessenheim, c'était tout ce qu'il a cité. Donc, c'est toujours pareil. Il a été Premier ministre de la France, associé à Emmanuel Macron, la France va moins bien. Bon, et il parle de cauchemar absolu. Non, mais oui, il faut peut-être balayer devant sa porte. Non, mais dans sa phrase, moi, ce qui m'intéresserait, c'est l'espace politique dont il parle, qui est à peu près compatible. J'aimerais vraiment bien savoir, vu l'état de la France, sur quoi et avec qui peut-il s'entendre sur quelques urgences identifiées. C'est la phrase que je pense beaucoup d'électeurs du centre vers la droite, d'ailleurs, posent depuis à peu près 15 ans et auxquels personne ne répond. Et ça, c'est la continuité du système, Édouard Philippe. Bah oui, c'est des petites réformettes, il ne fera rien. Voilà, c'est ça, c'est la continuité du Non, mais système. On a déjà... les postes et on les garde. Voilà, c'est ça l'idée. Oui, mais il a déjà Jean-François Copé et comment dire, et Laurent Wauquiez, c'est aussi ce qu'ils veulent faire. Mais les uns et les autres, même que vous venez de citer, ont déjà évoqué la nécessité de grandes réformes. Oui. Est-ce qu'on va les entendre encore pendant la campagne et est-ce Bruno Le Maire disait autre chose ce matin à Laurence Ferrari. Bruno Le Maire, lui, il est sur une rupture par rapport à ça. Il dit qu'il faut changer quasiment tout. Il ralliera Édouard Philippe quand même à la fin, comme les autres. Ça, j'en sais rien. Mais il dit vraiment... et vous dites évidemment... Non, mais évidemment. Vous n'avez pas foi, pardon, il était dans la Macronie. Je rappelle Bruno Le Maire, c'est le premier qui est parti, qui nous a quittés et qui a rejoint la Macronie. Il va rester cohérent, au moins. Il est sur une rupture. Écoutez, Bruno, non, mais vous avez mis j'allais dire une douille, c'est pas très chic, mais... Une quoi? Une douille. Vous avez mis un taquet. Non, elle n'était pas perdue, mais en l'occurrence à Laurent Wauquiez sur ce qu'il disait sur Édouard Philippe il y a quelques temps. Il fallait entendre Bruno Le Maire sur Emmanuel Macron pendant la campagne. C'était pareil, c'était l'attaque du projet. Mais là, si visiblement... vous attaquez un projet et que finalement vous vous y ralliez parce qu'on peut faire quand même des choses, tout ça dans un espace... En fait, le terme espace à peu près commun, je pense que c'est vraiment tout ce qui a dégoûté les électeurs de droite. Et d'autres ont taclé Marine Le Pen avant de la rejoindre. Écoutez David Lisnard. On l'écoutera après. C'est le Carillon. Le Carillon avec notre ami Thomas Hill. Bonjour Thomas. Bonjour Pascal. Quel programme Thomas? Écoutez, c'est la dernière fois qu'on fait ce passage d'antenne, figurez-vous Pascal, parce que demain je serai sur la terrasse d'Europe 1
Et donc, écoutez, ça ne fonctionnera pas, mais je voulais vous remercier vraiment. Non, mais aussi, moi, je voulais surtout vous remercier et souligner la qualité de votre émission, Culture Média, Culture Média, qui était écoutée sur Europe, et puis votre qualité personnelle, et puis l'équipe avec laquelle vous travaillez, Anissa et tous ces jeunes gens. Et puis c'est vrai qu'on crée des liens quand on travaille ensemble, et j'espère que cette camaraderie ou cette amitié est réciproque, et votre talent est grand, et tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon vent. Comme on dit, on a parlé ensemble, le métier... Voilà, l'important, disait Philippe Labro, c'est d'être sur le manège. Le manège, il tourne, et puis parfois, voilà, on est là, et puis parfois, mais il ne faut pas descendre du manège. Voilà, et il tourne, et il faut continuer de travailler, et votre talent est grand, et je ne me fais pas de soucis pour vous. Merci beaucoup Pascal, et merci pour tous ces bons moments. C'était vraiment chouette de vous voir chaque matin ici. Écoutez, c'est réciproque en tout cas. C'est réciproque, Thomas Hill. Bonne journée. Il est 9h53. On marque une pause. Vous restez avec nous. Ça va, Madame Erwan ? Périscolaire, oui. On en parle tout de suite après. Bon, j'attends. Et vous reste alors. Mais non, mais ça, c'est un sujet très grave. Absolument. C'est un sujet très grave, et vous avez raison de prendre ce sujet comme il le faut, qui est sous-traité dans les médias. Complètement, d'ailleurs, ils m'ont dit c'est trop anxiogène pour les parents, donc on n'en parle pas. Qui vous a dit ça ? Des journalistes. Qui ? Je ne vais pas vous donner le nom. Oui, personne dirait... C'est qu'en fait, les gens zappent parce qu'en fait, c'est trop angoissant. Ah oui. Bétarame, c'était moins anxiogène. Mais c'est même pas vrai. C'est simplement que... c'est votre vérité à vous. En l'occurrence, je l'ai entendu de la part d'un journaliste. Il me dit, je suis désolé, on ne peut pas le passer parce que ça angoisse trop les parents. C'est un traumatisme. Ça fait des années, vous avez absolument raison. La question de la protection des mineurs, la protection de l'aide sociale à l'enfance, la question des agressions sexuelles sur mineurs sont des sujets, toute la presse détourne le regard en disant c'est anxiogène, personne ne veut en entendre parler. C'est vrai. Et d'où l'omerta systémique, en fait, à tous les étages. Médias, justice, école. Omerta, géométrie variable, encore une fois. Et l'Ukraine, c'est pas anxiogène. Parce qu'il y avait une affaire politique derrière avec François Bayrou. Bon, il est 9h54, à tout de suite. À tout de suite. Il est 10h, Somaya Labidi nous rappelle les titres. On commence par ce coup de théâtre. La Cour de révision vient d'annuler la condamnation à la prison à perpétuité de Dany Le Prince et ordonné qu'il soit rejugé pour la mort de 4 membres de sa famille dans la Sarthe en 1994. Le combat continue, il faut que la vérité éclate, a-t-il déclaré après ce rebondissement. C'est l'autre actualité de ce jeudi. Gros incendie depuis hier après-midi dans l'Hérault et l'Aude. 2 feux qui se sont rejoints et ont déjà eu raison de 900 hectares. Malgré une progression lente, les pompiers luttent toujours pour tenter de le circonscrire. Au total, 800 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour en venir à bout, mais le renforcement du vent risque de compliquer la situation. Et puis c'est ce qu'on appelle un miracle. 8 jours après les séismes au Venezuela, un survivant sous une tonne de débris, une centaine de sauveteurs est mobilisé pour tenter de sortir ce quadragénaire des décombres d'un immeuble. Merci Somaya. Agnès Evren est toujours avec nous, et je rappelle qu'elle est sénatrice des Républicains, les rapporteuses. On dit rapporteuse ? Rapporteur, c'est mieux. Ouais, c'est plus joli, vous êtes d'accord. Rapporteuse, c'est horrible. C'est horrible. En plus, je ne pense pas être une rapporteuse. Donc non, je suis content que ce soit vous qui le disiez, parce qu'autrement, si je dis... oui. C'est trop laid. Si je dis rapporteuse, si je dis rapporteur, j'ai eu peur de me faire taxer de macho. C'est ce que demande l'Académie française. Non, mais vous rajoutez un petit E à rapporteur. Rapporteur, ouais. Vous trouvez que c'est plus joli ? Je préfère rapporteur, en tout cas. Bon, vous êtes rapporteur. Comme on disait quand on était petit, rapporteur à 4 chandelles. Un rapporteur de Paris. Mais ta couche, c'est Vaoli. Et de la commission d'enquête sur les violences dans le périscolaire. On en parle dans une seconde, mais je vous avais promis d'écouter David Lisnard, qui... Alors lui, David Lisnard, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet. Ce que j'apprécie quand c'est un homme politique, c'est quand il est au plus près de ce qu'il pense, qu'il ne triche pas, qu'il dit ce qu'il va faire. Ça, c'est bien qu'il ne... Bon. Et je pense que les gens sont sensibles à cette authenticité et cette sincérité aujourd'hui. Donc, on lui demande une question. Par exemple, moi, si je vous pose la question « Pour qui vous votez entre Bardella et Mélenchon ?» vous ne me répondrez pas. Vous me direz « Je ne veux pas, gna gna gna, etc. » Vous me direz pas, vous ne répondrez pas. Je vous connais. Mais vous vous rendez compte les procès d'intention Alors, je vous pose la question. Non, mais attendez, quand on n'est pas d'accord avec vous, on manque de sincérité. Si j'étais allé dans votre sens en disant oui, il faut absolument exclure Laurent Wauquiez parce que de toute façon, Madame le problème Evren, de la droite, c'est pas être d'accord ou pas avec moi, je vous pose une question. J'ai le droit d'avoir des convictions et en sincérité dire qu'aujourd'hui, quand on est à 8% dans les sondages, on peut exclure à tout va, ça ne nous fera pas progresser pour autant. Madame Evren, c'est mon droit. Madame Evren, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais si je vous pose la question
élection entre RN et LFI au deuxième tour, pour qui vous moi, votez? Je vais vous dire quelque chose. Pour moi, le pire danger de ce pays... Oui, mais vous ne répondrez pas. Je vais répondre d'abord, mais laissez-moi dérouler un raisonnement. Enfin, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est un parti de la haine, le parti racialiste, le parti communautariste, le parti antisémite, et que c'est évident qu'entre les deux, et comme beaucoup de Français, je peux voter Jordan Bardella. C'est une évidence. Mais attendez, vous... alors là, je retire tout ce que j'ai dit. Bon, écoutez, voilà, moi je vous le dis. Encore une fois, le sujet, d'ailleurs, c'est ça qui me fait profondément de peine quand je vois la façon dont on torpille la droite de l'intérieur, c'est de se dire que demain, on peut avoir une catastrophe avec Jean-Luc Mélenchon qualifié, lui, au second tour, alors que la France penche à droite et que, je veux dire, globalement, de la social-démocratie à l'extrême gauche, c'est seulement 30% du paysage politique. Alors que nous, c'est 70%, toute la droite réunie. Et que donc, on doit gagner cette élection. C'est pour ça qu'il faut impérativement tout faire pour qu'on soit qualifié au second tour. Sauf qu'avec des attitudes, en effet, comme celle de Laurent Wauquiez, encore une fois, je le redis, le problème de la droite, c'est que dès qu'une tête dépasse, on essaie de couper les têtes. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de se dire que Bruno Retailleau, qui a un projet, une colonne vertébrale idéologique, qui a été constant dans ses convictions, qui fait la fierté des valeurs de la droite, qui raconte l'identité de la droite, eh bien nous voulons incarner une alternance. Bon, en tout cas, bravo pour votre sincérité. Je retire tout ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est de la sincérité. Je dis puisque juste vous si dites j'ai le choix qu'entre le RN et LFI, vous donnez votre avis. LFI, pour moi, est un danger public. Et vous donnez votre avis. Moi, ça me convient. Après, on est d'accord ou pas avec vous, mais vous dites les choses. Eh bien, écoutons, monsieur. Ce que vous venez de dire, ça va faire réagir. Parce que pour avoir dit la même chose, François-Xavier Bellamy s'est fait épingler. Moi, je pense que Xavier Bertrand, Jean-François Copé, en vous écoutant ce matin, vont tomber de leur chaise. Écoutez, je le redis encore une fois. On ne tombera pas de haut, de toute façon. Je suis anti-Mélenchon. Donc, vous avez la mérite de la sincérité. Quand même. Non, mais c'est... Bon. Non, mais c'est quand même... Enfin bon, bref, pardon. Dites. Non, mais on en est encore là, avec Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, l'opposition entre les deux projets est tellement évidente. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est complètement. Mais enfin, je veux dire, n'importe quel électeur de droite aujourd'hui entre Mélenchon et Bardella, il vote Bardella. C'est d'une telle évidence. Enfin, il faut arrêter de se mentir. Je parle des électeurs de droite. Non, mais vous avez raison. On a l'impression qu'on redécouvre la ligne. Faites attention à vous, Madame Evren. Faites attention à vous. Pas du tout. Faites très attention à ce que vous dites. Vous êtes en train de vriller. Alors là, vous savez, moi j'ai toujours considéré... Des gens LR, personne n'a dit ça, mais quasiment. Pardon, je vais vous dire quelque chose. Il y a 11,5 millions d'électeurs aujourd'hui qui ont voté pour le RN. Est-ce qu'il y a 11,5 millions de fachos en France et de racistes en France ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait un péril fasciste en France. Je pense juste aujourd'hui, il y a des Français qui veulent plus de radicalité, qui en effet veulent pas d'eau tiède. Mais vous me posez une question. Moi, je vous dis pas que mes convictions c'est Bardella, pas du tout. Et je pense d'ailleurs, je vais vous dire un truc, qu'il est beaucoup trop jeune et qu'il n'est pas au niveau. Et que la question de la présidentielle, c'est une question de niveau. Voilà. Et il était au niveau, Emmanuel Macron ? Voilà. Et c'est la réponse qu'on me fait systématiquement, et vous avez raison. Et c'est ça d'ailleurs, le sujet, c'est que beaucoup disent, après tout, ils avaient tous les niveaux et regardaient l'état de la France. Écoutez, mais je pense qu'il est très jeune encore. Il y a des enjeux géostratégiques, politiques, internationaux, de crise de sécurité militaire. Non, mais... Madame Evren, ça fait plusieurs fois que je le dis. Tous ceux qui sont programmés pour diriger ce pays, qui ont fait les plus grandes études, je vais prendre Alain Juppé, je vais prendre Bruno Le Maire, je vais prendre Jean-François Copé, je vais prendre Laurent Wauquiez, je vais tous les prendre un par un. Et il y a sûrement et Madame Pécresse que je pourrais ajouter. Tous ces gens-là, ils ont été au pouvoir, ils nous ont mis dans le mur. C'est ça la réalité. Ils étaient programmés pour gouverner la France et ils nous ont tous mis dans le mur. Alors, les leçons sur trop jeunes, etc., ça va. Ça va, parce que tous les gens que je viens de citer, ils nous ont mis dans le mur. Alain Juppé, le Premier ministre, jusqu'à aujourd'hui. Et ils sont tous très intelligents. Ils ont tous fait des études magnifiques. Ils sont tous au sommet. On est dans le mur depuis 40 ans. Donc, permettez effectivement de... Ça fait 15 ans que la droite n'est plus au pouvoir, je tiens à le redire quand même. Vous avez raison de le souligner. Et pour cause. En revanche, écoutez David Lisnard, ce qu'il disait, David Lisnard, sur le choix, et où il vous rejoint d'ailleurs. J'ai dit très clairement que face à Jean-Luc Mélenchon, je voterai pour n'importe quel candidat. RN, même un macroniste, c'est vous dire jusqu'où je vais dans l'audace, vous voyez. Je voterai pour n'importe quel candidat face à Jean-Luc Mélenchon. Pour vous, le plus grand danger, c'est donc Jean-Luc Mélenchon. Mais j'essaierai de voter pour moi à la présidentielle, ça sera encore plus efficace. Et puis en miroir de ça, je voulais vous faire écouter Arnaud Montebourg sur Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, vous le connaissez bien, puisque vous étiez au PS ensemble et depuis longtemps. Ouais. Vous pensez qu'il cherche quoi actuellement ? Il veut être le chef de l'insurrection future à venir. Il a mis son col Mao.
et il va délivrer les sermons sur la montagne, il va prophétiser le pire pour en être, un, l'agitateur, et deux, le réparateur. C'est un fou furieux, à neutraliser d'urgence. Dans l'intérêt de la France. La gauche, tout ça, je sais pas quoi, la nouvelle France, tout son délire, tout ça, c'est de l'agite-propre, de gaucho mal digéré. Voilà mon point de vue. Alors c'est vrai que quand un homme politique sort du sérail, il dit des choses parfois plus cash que lorsqu'il est dans le sérail. Non, mais ce qu'il dit est intelligent et limpide. Moi, c'est à peu près ma sensibilité. Moi qui suis chevènementiste, maintenant, forcé de constater que cette sensibilité-là, qu'Arnaud Montebourg incarne, est très minoritaire à gauche aujourd'hui et que la gauche de Jean-Luc Mélenchon est hégémonique parce qu'elle est portée par des vagues sociologiques, géographiques extrêmement puissantes et aussi parce que c'est le meilleur en campagne, c'est la meilleure incarnation qu'on ait aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'il a de vraies chances d'être au second tour. Enfin, je ne l'exclus pas du tout. La gauche chevènementiste que vous dites représenter, elle est pour beaucoup passée au RN en réalité aujourd'hui. On retrouve beaucoup de notions de chevènementisme. Elle est plus représentée officiellement, si ce n'est par quelques voix isolées, Natacha Polony par exemple. Ouais. Richard Millet, vous êtes bien silencieux aujourd'hui. Je suis catastrophé par... Franchement, moi j'aime bien quand vous parlez, parce que je vais vous donner un peu de hauteur parfois à nos débats, mais là vous... Mais là, quelle hauteur voulez-vous que je prenne pour regarder de Sirius ou de... C'est pathétique. Est-ce que vous n'aimez pas Mme Evren, ce qu'elle dit? J'aime beaucoup Mme Evren, qui est charmante. Ah, mais... Attention. Oui, Dis qu'elle est intelligente, puisque charmante, le sujet, Richard. Mais charmante. Oui, et intelligente, et j'aime beaucoup sa façon de parler, et son coming out presque, si j'ose dire, politique. Mais je trouve que l'état de la France est pas... Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on est dans des querelles d'ego, moi qui me gêne profondément, parce que les Français attendent des réponses en vrai. Bon, après, c'est Monsieur Pro, il aime bien parler... Il aime bien parler de quoi? Non, c'est querelle, mais honnêtement, les vrais sujets, c'est la préoccupation. C'est pas de ma faute si Laurent Wauquiez a dit ce qu'il a dit hier. Quand même, vous n'allez pas m'accuser moi. J'y peux rien si Laurent Wauquiez dit hier qu'il va travailler avec Édouard Philippe. C'est pas de ma faute. Mais vous savez que les Français, ils s'en foutent de savoir si Laurent Wauquiez va travailler avec Édouard Philippe. Ils veulent savoir comment est-ce qu'on gère la crise du pouvoir d'achat, la crise sécuritaire, la crise climatique. Honnêtement, c'est ça. Mais bon, Agnès Evren. Pascal, une seconde. Oui. S'il vous plaît, descendez dans la rue et dites au premier Pékin venu, qui est Laurent Wauquiez? Il ne sait pas. Non, ça n'existe pas, Laurent Wauquiez. Édouard Philippe non plus, depuis qu'il a coupé sa barbe, plus personne ne le reconnaît. Avant, il ressemblait à un agent d'assurance. Aujourd'hui, il ressemble à une méduse. Bon, alors je... Oh là 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 là. On a le droit... Bon, je retire tout ce qu'a dit monsieur. Non, on a le droit de faire des caricatures. Non, arrêtez. Pas d'attaque personnelle, physique. Une méduse. Oui, on fait des caricatures. Bon, c'est une maladie. Je veux dire par là qu'il y a un côté invertébré. Politiquement. Vous vouliez dire invertébré. Invertébré politiquement. Donc c'était une métaphore. C'est une métaphore. Voilà, c'est une métaphore. Vous auriez pu dire coquille Saint-Jacques, il n'a pas une colonne vertébrale, c'est ce que vous voulez dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'entends de plus en plus le discours que tenait Thomas, la remarque que faisait Thomas, savoir que cette candidature, par dépit d'Édouard Philippe, prend de l'ampleur. Bon, et puis vous nous avez mis bien avec les agents d'assurance, que je salue également, et qui n'ont pas à venir dans ce débat-là, et qui n'ont rien à faire. Voilà. Bon, Madame Evren, rapporteure de la commission d'enquête sur les violences dans le périscolaire. Où en est-on? Alors, d'abord, il faut rappeler le contexte. On a chaque année, selon la Civise, 160 000 enfants qui sont victimes d'actes pédocriminels. C'est un enfant toutes les 3 minutes. Et 90% de classements sans suite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gap entre les agressions sexuelles et les condamnations. Et on s'est rendu compte, hélas, qu'il y avait un dysfonctionnement, enfin j'aime pas ce mot quand il s'agit de crimes et délits, mais une défaillance au plan national. C'est-à-dire que Paris n'est que la partie émergée de l'iceberg pour ce qui concerne le périscolaire, puisqu'en fait 70 départements sont concernés et 16 régions. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est que l'État a failli, c'est-à-dire que l'État est en incapacité aujourd'hui de faire une cartographie, un recensement national en fait de ces violences sexuelles dans le périscolaire. Et la commission d'enquête va justement pointer toute la chaîne des responsabilités, du recrutement, de formation, de qualification. Parce que vous savez, les pédocriminels, c'est très simple. Ils sont attirés par les maternelles et par les élémentaires. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent vivre leur déviance sexuelle plutôt librement. Alors qu'à cet âge-là, et c'est ça qui est répugnant, c'est que des enfants, on parle d'enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui pour certains ont été violés, pour d'autres qui ont subi des délits, et qui ne peuvent même pas se défendre, qui ne se représentent même pas ce qu'est la sexualité à cet âge-là, et qui en plus ne peuvent même pas mettre de mots sur ce qu'ils ont subi. Bon, elle commence quand cette commission ? En France, elle a commencé hier avec les associations lanceurs d'alerte, en disant, attention, il y a des viols. Et vous allez entendre Anne Hidalgo ? Bien évidemment. Bon, pourquoi Dès la rentrée,
Pourquoi Anne Hidalgo n'est pas entendue par la justice ? Alors, le sujet, c'est qu'en 2015, il y a eu un rapport qui alertait en disant « Attention, il y a des risques d'infraction sexuelle parce que les process ne sont pas respectés ». Le péché originel, pour moi, c'est l'application de la réforme des rythmes scolaires de façon totalement dogmatique et passage forcé en 2013, où en fait, pour faire plaisir à Vincent Peillon, Bertrand Delanoë a dit « Moi, ta réforme, je vais te la faire passer en quelques mois ». Et Anne Hidalgo s'est exécutée. Sauf qu'en fait, il a fallu, en quelques semaines, recruter des milliers d'animateurs. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi c'est pas la justice pour commission d'enquête? C'est sûrement très bien, mais pourquoi c'est pas la justice qui s'intéresse? Responsabilité pénale. Vous êtes sur la responsabilité pénale. Moi, je dis, mais je suis rapporteur de la commission d'enquête, je ne peux pas conclure avant même de les entendre, qu'en fait, à partir du moment où elle a été alertée, la non-dénonciation est un délit pénal. C'est pourquoi je me pose la question. Et pourquoi la justice alors? Article 40. Et donc, justement, il y a des commissions qui sont actuellement en cours. Moi, je pense qu'elle a une responsabilité pénale, même si la commission d'enquête le vérifiera. Et encore une fois, je ne vais pas venir sur un plateau pour faire déjà les conclusions avant même d'avoir enquêté. Mais ce n'est pas la seule. Bon. L'État a imposé cette réforme sans même se dire est-ce qu'on a les effectifs budgétaires et les personnels. Ça a commencé hier, donc il y a les vacances qui vont arriver. Dites-vous, à la rentrée, elle sera à l'automne, je ferai les recommandations. À l'automne, mais et le calendrier des prochains jours et des prochaines semaines. Les prochaines semaines, ça va être toutes les associations de parents d'élèves. Mais ce que je vais vous dire, ce qui me fait beaucoup de peine d'avoir entendu hier, c'est l'omerta qui règne dans les écoles parce qu'il ne faut pas affoler les parents. Et donc, pour ne pas affoler les parents, dans les boucles WhatsApp, on dit « Attention, tel animateur a été suspendu ». Mais on ne dit pas pour quelle raison. Donc, les parents sont traumatisés, ils se parlent entre eux en disant « Mais tu sais pourquoi est-ce qu'il a été suspendu ?» et la circulation d'informations n'a pas lieu pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y a des enquêtes. Chacun se renvoie la balle, en fait. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une direction bicéphale, en fait, dans les écoles, où c'est d'un côté le périscolaire qui dépend de la commune et d'un autre, le scolaire qui dépend de l'éducation nationale. Et en fait, les deux ne se parlent plus aujourd'hui. Et il y a une telle défiance vis-à-vis de l'école aujourd'hui qu'il y a 13% d'inscriptions en moins dans les centres de loisirs pour cet été. Ah ben, je ne suis pas étonné. Et pour les, pareil, pour les... maintenant, les parents. Mais pour les colonies de vacances, pareil, je ne suis pas étonné. Mais il y a des choses, par exemple, qui devraient être simples. Je crois que c'est Charlotte qui disait ça, ou c'est Eugénie Bastier qui disait l'autre jour, pour s'occuper des enfants, déjà, on enlève les hommes. Parce que tous les problèmes viennent des hommes. Pardonnez-moi, moi je dis... Les viols, c'est 90% des hommes, donc, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de femmes. Non, mais c'est très simple. C'est-à-dire que moi, c'est une... Oui, mais je crois que c'est une question d'égalité devant le service public. Et alors? C'est une question de bon sens. Les problèmes, c'est des hommes avec les enfants. Vous les enlevez. Et on sait que les pédocriminels sont attirés par les écoles. Mais vous les enlevez, vous mettez que des femmes. Mais ce que je dis est tellement bête. Nous, on dit des binômes, un homme, une femme, la femme qui emmène l'enfant aux toilettes. Ce que je dis, je crois que c'est vous qui l'avez dit, non? Non, c'est pas moi, parce que ça générera d'autres problèmes. C'est Eugénie qui disait ça. Moi, j'ai trouvé que c'était... Sur la question de la délinquance, quand je vous dis ça générera d'autres problèmes, bon, déjà, vous faites peser quand même sur la moitié de l'humanité une accusation qui est lourde, mais je comprends pourquoi on peut se dire que c'est une bonne solution. Simplement, souvenez-vous aussi que dans tous nos débats sur la délinquance et la criminalité, on se demande où sont les pères. On se demande où sont les hommes, on se demande où est... il y a une incarnation de l'autorité chez les enfants. Là, pour s'occuper des petits-enfants, ça sera des femmes. Mais alors ça pose une autre question. Si je cherche un baby-sitter pour mes enfants, bon, ils ont 31 ans, donc je vais peut-être moins en chercher. Bon, mais si je cherche un baby-sitter, vous avez raison, quand j'ai recruté des baby-sitters, des jeunes filles au père, etc., qui j'ai pris une fille de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui était une baby-sitter. Vous croyez que j'ai pris un type de 50 ans qui venait avec une barbe pour regarder mes enfants? Mais vous voyez, ça génère une autre question, qui est celle de l'égalité, par exemple, sur les congés de naissance. On veut obliger les hommes et les femmes à prendre au même moment. Il y a une réflexion globale à avoir sur les nécessités, les besoins de l'enfant de manière générale. C'est vrai sur le périscolaire, c'est vrai. On a une réflexion artificielle là-dessus, idéologique à 100% depuis le début. Et d'ailleurs, vous avez parfaitement raison, initialement, c'est la question du périscolaire. Pourquoi? Parce que Vincent Peillon disait quoi? Il faut arracher, c'était son terme, les enfants aux déterminismes familiaux, religieux. Mais ça vient de là, le périscolaire. C'est mensonge. Mais c'est des catastrophes, ces gens-là. Mais voilà, mais donc la réflexion, elle doit être Vincent Peillon, ça a été une catastrophe à l'éducation nationale. Et on en a soupé de ces idéologues-là qui arrivaient et qui ont mis l'école là où elle est. On a mis du temps à revenir. On continue, en fait, on a l'école. Pascal Pierre Garbarini. Et on change de sujet après. On a l'école. Et puis ensuite, vous mettez vos enfants, après le périscolaire, vous les mettez en sport co, et notamment dans des clubs. Et là, c'est le prosélytisme. Donc c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le parcours de l'enfant aujourd'hui, c'est un parcours où s'il s'en sort, s'il lui est rien arrivé, c'est un miracle. On le note et tu te mets comme ça et tu dis merci mon Dieu. Parce qu'en fait, c'est une catastrophe.
sur toute la ligne. Bon, Madame Evren, il y a des éducateurs exceptionnels. Merci en tout cas d'être venue nous voir et je ne doute pas que ce que vous avez dit à notre micro sera relayé dans la presse. Ça va être intéressant. D'ailleurs, il est même possible que vous reveniez sur vos déclarations, ce qu'avait fait François-Xavier Bellamy, hein, souvenez-vous. Hein. Et en fait, il y a eu deux personnes. Il y a eu Roger Carucci qui avait dit à peu près la même chose, François-Xavier Bellamy, et à chaque fois, il y a eu une petite tempête dans un verre d'eau. Et François-Xavier Bellamy, il était revenu. Oui, plus ou moins, parce qu'en fait... Bon, merci. Merci. Manon, merci vraiment d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Un mot de justice, parce que ça m'intéresse beaucoup. Alors, on va écouter Dimitri Pavlenko. Dimitri Pavlenko, je le dis souvent, fait un édito formidable à 6h40 sur Europe 1. Et il pose un débat des mineurs. Vous nous disiez qu'un mineur qui a tué ne peut pas rester plus de 2 ans en détention provisoire. Donc ça veut dire que celui qui a tué Elias peut sortir ces prochaines semaines. Parce qu'on arrive au bout de cela. Donc écoutez Dimitri Pavlenko, c'est vraiment un bon sujet parce que les choses ont changé au 1er juillet, précisément. Non, mais c'est pas sur la longueur. Au 1er juillet, c'est pas sur la longueur, c'est sur la mise en détention tout court. Bah, écoutez-le, parce qu'il le dit beaucoup mieux que moi, Dimitri, et puis vous allez pouvoir réagir. On apprend qu'à cause d'un vide législatif, des mineurs accusés de crimes vont possiblement retrouver la liberté. Alors l'affaire est un peu technique, mais en résumé, un avocat l'an dernier a contesté devant le Conseil constitutionnel le fait que l'on maintienne en détention provisoire avant leur procès des jeunes de 16 à 18 ans, donc des grands mineurs, sur la même durée que des adultes, c'est-à-dire un maximum de 2 ans. Alors cet avocat, il a obtenu gain de cause et le Conseil constitutionnel a ordonné au gouvernement de ramener cette période de détention provisoire pour les 16-18 ans à 18 mois maximum. Et donc le Conseil constitutionnel avait laissé 1 an au gouvernement jusqu'au 1er juillet 2026, soit hier, pour corriger la loi, ce que le gouvernement n'a pas fait dans les temps. Donc le ministère de la Justice assure qu'il va corriger le tir d'ici mi-juillet, que seules les ordonnances de mise en accusation qui sont prises depuis hier sont concernés, mais sur ce point, ça n'est absolument pas certain. Des magistrats affirment que tous les mineurs qui sont actuellement en détention provisoire pour cette durée maximum de 2 ans sont potentiellement concernés. Donc il faut s'attendre à ce que les avocats de mineurs qui sont en attente de leur procès d'assises s'engouffrent dans les prochains jours dans la brèche pour demander leur libération. Les meurtriers d'Elias, par exemple, vous imaginez le symbole après le fiasco de l'affaire Liana. Alors on a aussi ce matin, concernant la justice, les chiffres de la surpopulation carcérale. J'aime pas trop cette expression parce que ça sous-entendrait qu'en France on incarcérerait trop, alors qu'en réalité on manque de places de prison et on n'arrive plus à en construire. Les fameuses 15 000 nouvelles places qui avaient été promises pour 2027, c'est un mirage. On est donc en plein désordre judiciaire généralisé. À propos de justice, on va aussi suivre aujourd'hui le procès en appel de l'influenceur algérien Doualem, qui devait être expulsé vers l'Algérie il y a 1 an et demi. Vous vous rappelez, c'est cet influenceur qui tenait des propos pro-Alger, qui appelait à tabasser les opposants à Alger qui vivent en France. Donc il avait passé 3 mois, cet homme, en centre de rétention, et puis il est sorti libre, faute d'accord, pour sa reprise avec Alger. Alors là, c'est moins la justice que la diplomatie française qui avait échoué, mais c'est à se demander ce qui fonctionne encore dans ce pays, à part la levée des impôts. Le désordre judiciaire généralisé. Bon, analyse. Par exemple, pour le meurtrier d'Elias qui doit être en prison depuis... C'est très simple, c'est que lorsque la personne est renvoyée aux assises, d'ailleurs, le mineur entre 16 et 18 ans, puisque c'est le seul qui peut faire de la détention provisoire, d'accord ? Donc, il est renvoyé aux assises. Entre le moment où il est renvoyé aux assises et le moment où il doit comparaître devant les assises, le délai était de 2 ans, comme pour les adultes. Donc, il y a un avocat qui, légitimement, a posé la question, donc dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, en disant, légitimement, dans le cadre de sa défense, dans le cadre de son métier, en disant, est-ce qu'on peut assimiler les mineurs aux adultes ? Pourquoi ? Puisqu'il y a 2 juridictions, il y a 2 lois différentes. Bon. Et le Conseil constitutionnel a dit, eh bien non, on va en diminuer de 6 mois. Et on laisse un délai d'1 an pour que ça... C'est pas ça. Non, le Conseil constitutionnel demande aux législateurs de préciser, de motiver, puisque précisément, on ne peut pas aligner la justice des mineurs sur celle des adultes sans motivation précise. Mais il ne donne pas le délai. Là, la responsabilité est entièrement politique, que les choses soient claires. Bon, ça, je ne savais pas, mais bon, comme ils disent 18 mois, enfin, admettons que ça soit 18 mois, prenons l'exemple de 18 mois, aujourd'hui, toutes les personnes qui ont atteint ce délai sont libres.
Mais elles sont détenues sans droit ni titre. Mais je crois que c'est... Alors, vous mettez un doute du coup, mais je crois que c'est pire que ça, entre guillemets, c'est qu'il n'y a plus de base légale pour le maintien en détention de n'importe quel mineur entre 16 et 18 ans renvoyé devant les assises. Ah oui, non, mais c'est pas juste une question de délai, c'est pas au-delà de 18 mois, c'est tous. Puisqu'il y a le vide juridique, par le fait que le Conseil constitutionnel ait cassé le texte. Mais pourquoi le gouvernement, par exemple, devait le faire, le Conseil constitutionnel Là, vous faites une demande de mise en liberté en disant que la personne, il n'y a aucun titre légal qui leur permet d'être maintenu en détention, ils sortent. Mais le Conseil constitutionnel avait intimé l'ordre au gouvernement de le faire avant le 1er juillet. Il leur avait dit, ils ne l'ont pas fait. Il leur avait dit, l'abrogation pure et simple, c'était les termes exacts du Conseil constitutionnel à l'époque. Il faut réécrire le texte parce qu'il faut le motiver différemment puisqu'on a affaire à des mineurs et qu'il faut différencier des majeurs, toujours avec cette même idée que tout doit être éducatif pour les mineurs et avec cette même idée que le répressif ne fait pas partie de l'éducation. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est quand même toujours cette interprétation un peu lunaire de la justice des mineurs. Bon, et le Conseil constitutionnel dit cette décision, une abrogation sèche, aurait des conséquences potentiellement dramatiques. Donc nous laissons 1 an au législateur pour remettre le texte en conformité avec les principes constitutionnels tels que nous les lisons, nous, Conseil constitutionnel. Ce que personne n'a fait. Donc la chancellerie aujourd'hui explique que les parlementaires n'ont pas amendé le texte sur la justice criminelle pour ajouter cet amendement. La chancellerie ne l'avait pas mis dans son texte initialement présenté au Sénat. Il faut quand même renvoyer les responsabilités devant chacun. La chose est claire, la chancellerie s'en est pas occupée, le gouvernement ne l'a pas proposé dans le texte, les parlementaires n'ont pas ajouté l'amendement. Étaient-ils seulement au courant de cette disposition? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement va apporter un amendement, qu'a priori ça devrait être voté avant le 15 juillet si le texte est voté, et qu'entre les deux, vous pouvez faire confiance aux avocats concernés pour aller se jeter dans la brèche et évidemment interroger la légalité de la détention provisoire de leurs clients. Donc là, en l'occurrence, si par hasard, il y a... Non mais c'est important par rapport aux 2 semaines qui viennent de se passer. Si par hasard, il y a un mineur là, qui est libéré sur la base du droit, le juge, il n'aura pas le choix, il n'y a plus de base légale à la détention, donc il va le libérer. Si par hasard, il y a un de ces mineurs qui récidive, qui sera responsable? Le politique. Ouais. Et puis lequel, en fait? Celui qui a créé la question prioritaire de constitutionnalité qui nous empêche de légiférer sur tout et n'importe quoi, le Conseil constitutionnel, celui qui interprète, le magistrat qu'on a mis dehors, le Gérald Darmanin qui aujourd'hui n'a pas fait ça, ou les parlementaires qui n'ont pas ajouté l'amendement. Vous voyez, la responsabilité individuelle dont on parle depuis 2 semaines, elle n'est pas facile à identifier. Elle n'est pas facile parce qu'en permanence, on a un flux permanent d'urgence à force de n'avoir rien fait pendant des années. On n'a absolument pas de réflexion globale. Et à la fin... La grande tentation, c'est d'aller trouver une personne qui n'est pas seulement responsable, mais coupable devant les yeux de tous, pour faire croire que le problème est réglé. Le problème, il est un peu plus large, malheureusement, que ça. Et c'est ce que beaucoup ont tenté de dire, parfois très maladroitement, ces 2 dernières semaines. Mais si tout le monde ne fait pas l'effort de réfléchir à l'intégralité du problème, notamment vis-à-vis des mineurs, on va avoir de gros problèmes rapidement. C'est pareil, pardon, pour confirmer, admettons que la loi donc soit faite dans le délai au 15 juillet. Tous les mineurs... Et la rétroactivité. Bien sûr, il y a tout le problème de la rétroactivité. Et puis les mineurs qui seront à 17 mois, ils sont libérés également, puisqu'on passera à 18. Donc c'est pas Autre sujet, justice, près de 2 ans après le meurtre de Philippine dans le bois de Boulogne, sa famille réclame des explications sur les défaillances administratives et judiciaires ayant permis la remise en liberté du principal suspect, un ressortissant marocain, sous obligation de quitter le territoire français. Je vous propose de voir le sujet de Noémie Hardy. Ce lundi, une reconstitution du meurtre de Philippine a eu lieu au bois de Boulogne. Une reconstitution essentielle pour comprendre ce qu'il s'est passé. Mais 2 ans plus tard, pourtant, encore beaucoup de questions sans réponse et de promesses non tenues, selon l'avocate de la famille, maître Virginie Leroy. Elle s'est exprimée chez nos confrères du Figaro. Nous souhaitons que les fonctionnaires responsables, chacun à leur niveau, acceptent de nous recevoir et de s'expliquer. Nous désirons que ces personnes puissent être sanctionnées. Elle dénonce des dysfonctionnements précis. Le suspect avait été condamné à 7 ans de prison pour le viol d'une étudiante. Après plusieurs années en détention, il avait été placé en centre de rétention administrative avant d'être finalement libéré, malgré une dangerosité signalée. Soumis à un pointage quotidien, son absence n'a été constatée qu'au bout de 15 jours. La famille dénonce une succession de défaillances.
Il s'agit d'une succession de fautes et de manquements, de carences et d'incompétences sans lesquelles Philippine ne serait pas morte. Comme dans l'affaire de la petite Liana, la famille de Philippine souhaite connaître les défaillances de l'État et décide de reprendre la parole dans l'espace médiatique. Elle n'exclut d'ailleurs pas d'engager la responsabilité de l'État et de l'autorité judiciaire dans les semaines à venir. Donc ça fait effectivement un nouveau dossier. Mais là, c'est pareil, les judiciaire. défaillances. Et en réalité, ces inspections-là qu'on lance, parce que les parents insistent sur un point, c'est que Bruno Retailleau, à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur, avait promis une inspection, parce que vous savez, c'était la question des OQTF, de la préparation de l'OQTF, du suivi des décisions qui étaient prises. Une inspection avait été demandée et les parents disent on n'a jamais su si elle avait été faite, si on a eu un rapport, si rien. Donc vous voyez, les responsabilités sont diluées. Il y a des réactions toujours qui ont l'apparence de la fermeté. Et derrière, bon, là, il y a eu un changement sur la question du délai vous savez, de rétention. Non, mais pas du délai de rétention, mais surtout de l'examen par le juge judiciaire de ce délai de rétention. Il y a eu une modification, mais en effet, les parents vont continuer à le faire et c'est plutôt une bonne chose. Balance ton plein, quel est le prix de la vie d'un Français? Pierre Chasseret, édition Fayard, vous le connaissez, Pierre, il est intervenu régulièrement sur notre antenne, on va en parler. Balance ton plein, quel est le prix de la vie d'un Français? Voilà une drôle de question, si j'ose dire. Et il va nous dire ce qu'il faut faire pour que notre pouvoir d'achat, ou ce qu'il faudrait faire pour que le pouvoir d'achat soit augmenté, soit élevé. Mais Somaya Labidi nous rappelle les titres. On commence par cette nouvelle cellule interministérielle de crise convoquée dès cet après-midi 15h par Sébastien Lecornu depuis Marseille où il sera en déplacement. Objectif, préparer le nouvel épisode de chaleur, contenir les feux de forêt qui ont déjà commencé à ravager le sud du pays. À la une également, au moins 13 morts et de lourds dégâts à Kiev après des attaques de missiles et de drones russes, attaques qui ont détruit des étages entiers de bâtiments résidentiels. La veille, Volodymyr Zelensky avait décidé d'écourter son déplacement à Dublin, craignant une attaque de grande envergure. Et puis une vague de chaleur extrême s'étend sur la moitié est des États-Unis. Les températures pourraient battre des records et peser à la fois sur le mondial de football, mais aussi les célébrations du 250e anniversaire du pays. Une chape d'air brûlant qui va durer plusieurs jours, notamment à Washington et New York. Eh ben, on va regarder effectivement ces températures de l'autre côté des États-Unis. D'ailleurs, hier soir, je ne sais pas si vous avez regardé le match de football. Je me suis couché un petit peu plus tard. C'était bien Belgique-Sénégal et les Belges étaient menés 2-0 à la 86 ou 87e minute. C'était vraiment formidable avec Lukaku et il y a eu 2-2 et puis 3-2. Vous avez regardé jusqu'au bout? Même le Congo a très bien joué contre l'Angleterre, ils ont mené longtemps. Mais bien sûr. Pierre Chasseret est avec nous, Balance ton plein, on en parlera tout à l'heure. Mais je voulais évidemment parler de cette vague de chaleur avec arnaque à la climatisation. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'est vous qui me disiez ça, je crois? Il y a des magasins, des enseignes à bas prix qui ont mis en vente des climatiseurs. Il y en avait 200 000 en France sur 1500 enseignes. Conséquence, il y a eu des files d'attente. C'est Lidl. Ouais. Il y a eu des files d'attente devant des magasins, notamment à Paris. Il y avait parfois une centaine de personnes, des gens qui sont arrivés très tôt, voire très tard hier soir. Qui ont dormi, paraît-il, devant la nuit. Sauf qu'il y avait en fait trop peu de climatiseurs. Il y en avait 3. Alors dans ce magasin-là, précisément, il y avait 3 climatiseurs pour une centaine de personnes. Et visiblement, il y a eu un peu de grabuge à l'ouverture du magasin ce matin. Bon, on a des images, me dit Marine Lançon. Est-ce qu'on peut les voir, ces images? Parce que c'est quand même terrible. Écoutons la séquence. C'est la même, j'étais derrière elle. J'ai le monde. Ouais, c'est littéralement pareil. On se bat manifestement pour une climatisation. La température est montée. Regardez, la température de mieux en mieux. Hein. Oui, la France va de mieux en mieux. Pour du Nutella, maintenant c'est pour les climatiseurs. Oui, non, mais la France va de mieux en mieux. C'est un peu parfaitement raison. Si je peux me permettre. Écoutez le sujet de Pauline Trefzer, parce qu'il y a des arnaques également, il y a des fausses climatisations. Donc écoutez. Sur le site de 60 millions de consommateurs, les victimes de l'arnaque aux climatiseurs racontent leur expérience. Un phénomène d'ampleur, en témoignent les nombreux commentaires.
Nous avons commandé 2 climatiseurs Epicoolers le 22 mai. Nous avons été débités de 241,96 € et des frais de 8,90 €. Nous n'avons jamais eu de message de confirmation de commande. Derrière ces nombreuses arnaques, de fausses marques, Epicooler ou encore Coolizy, ce sont en réalité des sociétés écrans à Hong Kong et aux États-Unis. Des publicités attrayantes envoyées aux consommateurs, un achat et votre commande disparaît. Sur Le Bon Coin, une autre technique d'escroquerie, comme en témoigne cette utilisatrice. Pour assurer sa commande, le vendeur lui demande un acompte de 80 €, un procédé formellement interdit par la plateforme. Une fois le paiement effectué, sa commande ne sera pas envoyée. Cette fois, sur les réseaux sociaux, ces vendeurs malhonnêtes attirent les internautes avec des prix très attractifs. 28,99 € pour un climatiseur. Sylvie a acheté ce produit. J'ai commandé, j'ai payé. Et le lendemain, on m'a dit que mon colis était arrivé. Donc j'ai déjà trouvé ça bizarre que le colis arrive aussitôt. Il n'y avait pas de colis d'arrivée. Les argents avaient été retirés. On n'a pas eu de clim, quoi. En expliquant cette situation, certains clients disent avoir obtenu un remboursement de leur banque. Une contestation de la transaction est possible dans un délai de 4 mois. A priori, à Paris, il va faire chaud, bien sûr. À partir de demain, 28 degrés, samedi 29 degrés, dimanche 30 degrés, lundi 31 degrés, c'est les prévisions de Météo France. Après mardi 28, 29. Bon, on ne dépasse pas 30 ou 31, on ne va pas à 36. La canicule, c'est 36 degrés. Surtout la nuit, en fait. C'est quand la température ne baisse pas la nuit. C'est bon, a priori. Maintenant, il faut croiser les doigts. Bien sûr, dans le nord de la France, ce sera peut-être plus chaud dans le sud de la France. Je vous ai parlé football et on peut peut-être revoir les matchs Belgique-Sénégal. Je ne sais pas si on a les buts hier soir et cette équipe de Belgique qui... on ne les a pas. On va les avoir dans une seconde. Et puis, il y a l'entraîneur du Congo. Parce que, alors, ça, vous avez vu, c'est une image qui a fait un peu le tour des réseaux sociaux. Parce que... Il apprend le décès de son père en conférence de presse. Mais vous êtes sûr de ça ? Visiblement, il était au courant depuis quelques minutes. Ce qui se passe, c'est qu'en conférence de presse, une personne du staff, visiblement, annonce publiquement le décès de son père et ça le surprend. Enfin, on voit sur son visage que ça le surprend. Alors, j'espère quand même qu'il ne l'a pas appris dans cette conférence de presse, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça s'était interprété comme cela. Oui, a priori, il était au courant lui-même depuis quelques minutes. Bon, et je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs cet entraîneur. Sébastien de Zabre. D'accord, écoutez, un français du Congo. On s'associe à sa peine, bien évidemment, et voyez cette séquence qui a été fortement commentée, là aussi, sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de questions. Merci, mais nous annonçons que le coach a perdu son père, donc sincères condoléances. Merci. Thank you very much for joining us today. Merci. Sébastien de Sabre, l'entraîneur du Congo. Et Belgique-Sénégal, alors moi j'ai pris un plaisir hier. Je trouve que ce mondial, il y a des bons matchs. Je ne sais pas... Alors là, il y avait 2-2 déjà, parce que les Belges étaient menés 2-0. C'était mené 2-0 à la 87e minute, quand même. Et c'est assez intéressant parce que dans ce mondial, si vous faites attention, mais c'est vrai dans les grandes compétitions, quand vous marquez le premier but, je crois que le pourcentage de victoire, il est quasiment de 80%. Il y a très peu de retournements de situation. Il y en a eu pas mal, là. Oui, pas tant que ça. Belgique-Sénégal, le Congo a ouvert le score. Il n'y en a pas beaucoup. Le Japon a ouvert le score contre Ouais, mais globalement, quand vous marquez le premier but... Quand vous êtes la France, oui. Et là, la France, c'est... Il y a de la marge. Vous avez vu que la France, tout le monde, Olysée, c'est le nouveau Platini, quoi. Il est tombé du ciel, ce garçon. C'est formidable. Il aurait pu jouer pour d'autres équipes, il a choisi de jouer pour la France. C'est peut-être la plus belle équipe de France... peut-être la plus belle équipe de France de tous les temps, c'est sans doute celle de l'Euro 2000. Voilà. Elle est au sommet avec Zidane, avec Henry, avec Barthez, avec Deschamps évidemment. Platini, Tigana. Elle n'a pas gagné celle-là. Moi je l'adore, mais elle n'a pas gagné. Oui, elle n'a pas gagné. Oui, enfin le Brésil en gagné. D'accord, mais le Brésil en 82, c'est peut-être la plus belle équipe du Brésil avec celle de 70. Elle n'a pas gagné. J'entends ce que vous dites. Moi, je suis d'accord avec le Brésil 82, mais vous êtes bien obligé de mettre comme paramètre quand même pour juger
non, on est français. La qualité d'une équipe, des titres. Non ? Non. Ah bon ? France 2006, c'était beau aussi. Hein. C'était beau, mais... on ne gagne pas, mais... C'était beau, mais il me semble que 2000 est une forme d'apogée et une des plus belles, il me semble. Maintenant, il y a discussion. J'aime bien quand vous dites « oh ». Est-ce qu'il y a déjà des équipes... je sens qu'il ne faut pas... Mais si, Est-ce qu'une équipe a déjà eu une aussi bonne attaque ? Moi, c'est l'attaque. Non. Brésil 2002 peut-être, mais c'est le seul. Une équipe française... Bon, balance ton plein. Alors, balance ton plein. Bon, c'est intéressant parce que vous êtes allé voir, en fait, l'idée, c'est de voir des Français, comment ils vivent. Et c'est ça qui est le témoignage. Marie, par exemple. Marie, comme tous les Français, vit au compte-gouttes. Elle calcule mentalement. Si je fais ce détour pour voir M. Girard, qui est seul et en fin de vie, je perds 5 € de bénéfices nets sur ma journée. Dans la voiture, elle entend qu'il faut préserver notre système de santé, le meilleur du monde, dixit ceux qui nous dirigent. Marie le trouve en perdition. Marie, elle est infirmière. Elle est infirmière libérale, Marie, elle existe. Et quand vous dites l'expression au compte-goutte, c'est ça. Elle est à 2 € près. Elle est au compte-goutte, c'est la France du goutte à goutte quand on va faire le plein. Et pourquoi ? Parce que l'État lui verse cette indemnité de 2,75 € pour se rendre hors taxe, pour aller se rendre sur le lieu des rendez-vous. Sauf que quand elle va voir un patient en zone rurale, elle fait parfois 25 km, ça lui rembourse même pas le carburant nécessaire pour aller rendre visite à celui qui en a besoin. Et pourtant, qu'est-ce que fait Marie ? Eh bien, elle fait son métier comme un sacerdoce. C'est ça, cette France, aujourd'hui, qui a envie de balancer son plein. Cette France qui n'en peut plus, cette France qui est écrasée par le poids de la fiscalité sur les carburants. Et c'est aussi ce qui entraîne aujourd'hui des conséquences économiques qui sont dramatiques. Un pays qui est à la limite de la récession, un pays qui n'avance plus économiquement, un pays dans lequel les petits colis augmentent de 20% depuis l'augmentation des taxes sur le carburant. Ben pourquoi ? C'est facile. Quand le prix de la mobilité est trop haut, on bouge moins. Quand on bouge moins, on consomme moins. Alors, ce qui est intéressant quand même, et ce qu'il faut dire, c'est que le prix de l'essence, le prix du litre d'essence, si on le compare par exemple au SMIC, eh bien, il n'est pas plus cher en 2026 qu'en 1975. C'est vrai ou pas ? C'est vrai et faux à la fois. Alors, c'est vrai sur le principe. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est dans quel modèle économique on vit aujourd'hui. On a plus de contraintes économiques qu'on en avait à l'époque. Je pense, à nos petites bestioles, les téléphones portables, etc. Tout ça, ces abonnements que l'on a aujourd'hui sont devenus des essentiels de notre vie. Qui, aujourd'hui, pourrait dire « je me passe d'un smartphone quand je bosse ». C'est pas possible. Ça fait partie intégrante de nos vies. Et je passe tous les divers abonnements que l'on a. Vous parliez football, Pascal. Maintenant, pour regarder le football, nous, quand on était gamin, le football, c'était gratuit. On pouvait regarder tous les matchs de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est fini. Vous avez besoin d'abonnements supplémentaires. Quand vous voulez regarder une série, maintenant, il faut des abonnements supplémentaires. On vit la France de l'abonnement et on vit surtout une société, et c'est ça qui me gêne sur le carburant. C'est qu'on nous compare et on a dit les Français, c'est des petits gâtés, finalement. On a même des pays en Europe où le prix du carburant est plus élevé. C'est faux, parce que lorsque l'on compare le prix du litre avec les salaires médians, par exemple. Prenons le salaire médian en Europe. La France est le pays qui taxe le plus. C'est comme ça. Mais on a le salaire médian le plus haut. Mais c'est une réalité. Hein. Non, c'est pas une réalité du tout. Ah si, on a le salaire médian le plus haut. C'est un des paradoxes, mais on a des salaires médians. Non, médian. Regardez le livre, j'ai pris le salaire médian de tous nos voisins européens qui pratiquent des prix des carburants plus hauts. Vous prenez l'Allemagne. Le salaire médian en Allemagne est largement supérieur aux Français. Alors les quelques centimes de plus sur le litre de carburant, si les Français avaient les salaires allemands, je peux vous garantir, Pascal, qu'ils passeraient à la pompe et même à 3 € le litre, ils le feraient avec le sourire. La France, c'est ce pays où aujourd'hui vous avez un temps de travail nécessaire pour un plein qui devient totalement délirant. On grève la mobilité, on surfiscalise la mobilité et derrière on regarde et on se dit c'est bizarre, les Français ne vont plus dans les commerces, ils vont sur Amazon. Il faut se poser les bonnes questions. Bon, le prix de l'essence avait explosé avec la guerre. Est-ce que là, il est redescendu aussi vite qu'il était monté ? Alors, il ne pourra pas. Parce qu'entre les deux, c'est ce que j'explique dans Balance ton plein notamment, c'est que la France agit par coup de tournevis à cliquet sur les taxes. Dès que les prix du baril baissent, hop là, un petit coup de cliquet de fiscalité. C'est-à-dire qu'on va profiter de la baisse du baril pour réaugmenter les taxes. Et qu'est-ce qui a augmenté en taxes là ? Tiens, quelle est la nouvelle taxe ? 2026, on vient de prendre l'équivalent de 18 centimes de taxes, ça s'appelle les certificats d'économie d'énergie. 18 centimes, pas par plein, 18 centimes par litre.
18 centimes par litre. Mais ça, c'est une taxe forfaitaire ? Bien sûr, c'est 18 centimes par litre. Ça a augmenté le 1er janvier. On n'a pas appelé ça taxe, on a appelé certificat d'économie d'énergie. C'est pourquoi ? C'est pour les divers appels que vous avez. Vous savez, le soir, bonjour monsieur, on vous propose de changer les appels publicitaires, notamment qu'on reçoit tous et on en a ras-le-bol. Ça sert aussi de manière détournée. Pourquoi il y a 18 centimes de plus pour... Parce que c'est la transition écologique. Pour financer la transition énergétique. Mais ça va financer quoi aussi ? Ça va financer le remplacement des frigos de la grande distribution, qui profite aussi de cela. Donc c'est une vraie question. Et je ne peux pas résister. Je peux pas résister parce que je suis tombé sur un compte sur les réseaux sociaux, un compte qui appartient à monsieur François Loncle. Ah ben François Loncle, c'est un macroniste convaincu. Hein. Oui, mais c'est surtout... Moi, il m'écrit souvent, François Loncle. Oui, mais on peut le saluer. Alors lui, c'est un macroniste, il a vu la Vierge avec Emmanuel Macron. Tant mieux, d'ailleurs. Vous me permettez de lire ce qu'il pense de moi parce que je milite pour la France. Il doit dire du mal de vous parce qu'il dit aussi du mal de moi. Oui, mais alors attention, accrochez-vous parce que le langage est très fleuri. Ouais. En fait, il me reproche de militer la baisse de la fiscalité sur les carburants. Il me le reproche avec des vrais éléments et des vrais arguments. Donc, peut-être que je lui enverrai Balaston. Non, je ne vais pas lui envoyer. Oui, mais soyez gentil, il n'est pas là pour vous répondre en même temps. Non, mais écoutez, il me traite de connard, de crétin. Ah, c'est pas gentil. Non, c'est pas très sympa. Mais il est un peu... Non, mais écoutez, laissons, il ne peut pas vous répondre. Et de recordman absolu de la démagogie et de la saloperie à propos des prix des carburants. Il est toujours, moi je le lis, vous savez bien, j'ai rien contre personne, mais il est toujours sur ces arguments-là. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, il t'insulte. Non, mais est-ce que c'est un macroniste, il a le droit d'ailleurs. Il trouve que le bilan de Macron est formidable. Moi, ce qui me gêne avec ces hommes politiques, c'est qu'aujourd'hui, déjà, outre le fait qu'ils renvoient une image de la politique pour un ancien élu de la République qui est absolument dramatique, oui, ça, c'est pas terrible. Bon. C'est très facile. Mais ne réglons pas de compte. C'est très facile à l'Assemblée nationale de voter toute sa vie pour l'augmentation de la fiscalité et de la pression sur les carburants, quand, avec le recul, on a profité de la République. Moi, je défends les automobilistes, c'est ce que je fais à travers Balance ton plein. Alors, j'aime bien vous montrer des archives. Parce que les archives mettent en miroir notre société d'aujourd'hui. Et pour le coup, moi, j'avais complètement oublié ce qui s'était passé le 4 mars 1976 à Montredon. Et sans doute vous aussi. Un vigneron et un CRS sont abattus au cours d'une manifestation de viticulture au doigt. C'est pour vous dire que la violence, elle existait aussi dans la société des années 70. Et elle était même plus violente, puisque d'une certaine manière, il y avait 2 morts ce jour-là. C'est-à-dire que les flics ont répondu, et il y a eu quelqu'un qui était par terre. Parce qu'effectivement, il y avait un CRS qui avait été tué par des viticulteurs. C'est donc le 4 mars, après une série d'interventions, les manifestants bloquent le pont de Montredon, près de Narbonne, pour verrouiller la route nationale 113 et la voie ferrée. Vers 14h30, 2 compagnies de CRS arrivent sur les lieux. Des coups de fusil de chasse retentissent. Les CRS repliquent. Le commandant Joël Le Goff, 42 ans, est mortellement touché. Policier touché par donc un vigneron. Et juste après, un vigneron, Émile Pouettès, 50 ans, reçoit une balle dans le front et meurt à son tour. Et la fusillade avait fait de nombreux blessés. Alors, je vous propose de voir, c'était Guy Thomas qui présentait le journal d'Antenne 2 à cette époque-là, et il y a tout. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a aussi la manière dont il le présente, la manière où on sent qu'il veut faire un peu de la pédagogie. On sent aussi que le pouvoir lui a parlé, manifestement, dans ce qu'il dit. Et puis vous verrez le petit reportage très court, d'ailleurs, sur cette période-là. Les archives, c'est formidable, disons-le, et c'était il y a 50 ans. Bonsoir. Il s'est passé aujourd'hui des événements extrêmement graves dans la région de Narbonne. En début d'après-midi, des manifestants qui avaient barré une voie ferrée ont ouvert le feu sur des CRS. Les forces de l'ordre ont riposté avec des pistolets mitrailleurs. Le bilan est lourd, très lourd. 2 morts par balle, un commandant de CRS et un vigneron, une vingtaine de blessés, dont 3 officiers de CRS et 8 gardiens. Plusieurs de ces blessés sont grièvement atteints. Dès 17h, le Premier ministre se rendait à l'Élysée en compagnie de M. Michel Poniatowski, où il conférait pendant 3 quarts d'heure avec le président de la République. D'ailleurs, dans quelques minutes, vous pourrez entendre une communication du gouvernement que fera connaître en direct M. Michel Poniatowski, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, le groupe du Parti socialiste et des radicaux de gauche, devant la situation grave ainsi créée dans le Midi viticole, demande la convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Mais tout de suite, et afin que vous puissiez prendre conscience de la gravité des événements dans le Midi, le film de la fusillade qui s'est déroulée cet après-midi aux environs de Narbonne, à Montredon des Corbières. 15h,
Un millier de viticulteurs manifestent au pont de Montredon, à 5 km de Narbonne. Ils bloquent un train de marchandises, mettent le feu au wagon. 15h15, les CRS arrivent. La fusillade va éclater. Regardez bien, à gauche de l'écran. Sur le bord du talus, un homme tombe. C'est le commandant de CRS Le Goff, mortellement blessé, la première victime. La fusillade dure 20 minutes. Elle fait 2 morts, un viticulteur dont on ignore encore l'identité, et le commandant Joël Le Goff, dont vous voyez ici le corps emporté en ambulance. De part et d'autre, plusieurs dizaines de blessés par balle. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'il y a une manifestation et là, la police répond à balles réelles. Donc on est dans les années 70 et il y a un mort. Alors c'est vrai que le premier mort était en l'occurrence un policier. Elle répond à balles réelles. Moi je m'en souvenais pas. Je m'en souviens de cette affaire parce que c'était l'été, pendant la chaleur. Non, c'était en mars. Mais peu en mars, mais je me souviens de cette affaire, pardon. Et vous avez remarqué 2 choses. La première, c'est la façon dont le speaker, j'allais dire, le journaliste, speaker, lorsqu'il parle d'un ministre, dit « Monsieur ». Monsieur Michel Poniatowski, monsieur. Ils le disaient tous à l'époque. Donc il y avait un signe de respect envers le personnel politique qui était beaucoup plus grand que celui qu'on a aujourd'hui, moi le premier d'ailleurs. Et deuxièmement, vous avez vu qu'on voit cette ambulance avec le corps derrière ça. On ne verrait pas ça aujourd'hui. On ne montrerait pas ça aujourd'hui. Alors effectivement, il y a ça, et puis il y a la violence quand même, la violence qui pouvait exister quoi qu'il arrive dans la société, hein, elle n'est pas nouvelle. Ce qui aujourd'hui a beaucoup changé, c'est les incivilités quotidiennes. Il y a une violence des mineurs, ça a beaucoup changé. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans le canal Saint-Martin, c'est que ce n'est pas une zone de guerre, le canal Saint-Martin. Non. C'est juste une zone de non-droit. Non, mais il y a par ailleurs des zones de guerre. On verrait plus un journaliste ouvrir le JT sur l'équivalent d'Antenne 2 à l'époque en expliquant qu'il faut faire prendre conscience aux Français de la gravité de ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle on va vous montrer les images. Des fusillades, on en a désormais tous les jours, en fait, dans certains quartiers. Alors là, vous avez raison de souligner l'exceptionnel tel qu'il le met en place. Et c'est pour ça que je disais, il a peut-être échangé avec le pouvoir en disant, faites attention qu'il y ait une prise de conscience. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est possible. Mais lui-même, on sent qu'il il est sidéré. C'est sidérant, hein, j'ai pas de problème avec ça, c'est pas du tout un reproche. Mais aujourd'hui, les fusillades, notamment liées au narcotrafic, on les traite à peine. Hein. Il est 10h50 et je pense que notre ami Lebret va arriver, puisque manifestement cette émission touche à sa fin. Comment ? C'est pas son anniversaire. C'est son anniversaire à Gauthier ? C'est pas du 2 juillet. Mais je ne sais pas s'il est là ou pas. D'ailleurs, Gauthier, je ne le vois pas. Je vais interroger Marine. Elle est là. Ah ! Le seul jour où vous rendez à l'heure, je suis en retard. Bonjour. Bonjour. D'abord, on dit bonjour. Excusez-moi. On dit bonjour, monsieur. Comme l'a dit tout à l'heure monsieur Richard Millet. Comment ça va ? Ça va, mais on a parlé... Moi, je ne sais pas de quoi vous allez parler. Du petit chat. Vous avez parlé du petit chat ? Absolument. Absolument, du petit chat. Et puis on va revenir sur la séquence qui a fait réagir, on en parlait hier dans 100% Frontières, de cette toute petite fille voilée qui était devant Kylian Mbappé au moment de chanter la Marseillaise. On a interrogé des Français là-dessus, donc vous allez les entendre dans un instant. Bon, vous serez avec l'ami Olivier Benkemoun. Absolument. Il était avec nous en début d'émission. Il est 10h51. Je vais rappeler Pierre Chasseret, balance ton plein. Quel est le prix de la vie d'un Français ? C'est chez Fayard. Merci à Jean-Marc Lelouch qui était à la réalisation, à Dominique Raymond qui était à la vision, à Greg qui était au son, Marine Lançon et Louis Tertrais. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Je vous revois avant la fin, parce qu'on arrête le 7 ou le 8 juillet. Vous revenez ? Oui. Avant j'espère. Mais je vous sens ce matin un petit peu chafouin. Vous avez pas... Chafouin de l'état politique de la France. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que vous nous le disiez. Bon. Merci et à ce soir.